Ils sont très joyeux. Parfait. La théorie de l'évolution. La dérive des continents, le changement climatique d'origine anthropique. Voici quelques exemples de consensus scientifique. On attend de chacun qu'il comprenne qu'il s'agit de vérité de science. Avec des guillemets, bien sûr. Des énoncés qu'il n'est plus raisonnable de rejeter. Le consensus est invoqué pour marquer des frontières de l'indiscutable et ne pas perdre un temps infini à réinventer l'eau tiède dans des débats qu'il vaudrait mieux focaliser sur des questions qui se posent réellement et dont les réponses sont bel et bien à découvrir. Mais tout cela peut avoir un petit arrière-goût d'autoritarisme, de verticalité, voire même de dogmatisme. Ainsi donc, il y aurait une sorte de parole infrangible, un évangile devant lequel tous doivent s'incliner. Et qui incarne cette parole? Quel docte sage peut tracer à la seule force de son verbe les limites entre ce qu'il est permis d'investiguer et ce qui doit être cru? Personne, évidemment. Le consensus n'est pas un texte sacré, protégé par un clergé. Ce n'est pas une doctrine administrée par des zélateurs. C'est plutôt une sorte d'émulsion collective, une zone d'accalmie dans les débats, un espace pacifié où la formulation des connaissances établies est exposée aux yeux de tous et résiste tranquillement aux assauts des hypothèses alternatives et des expériences nouvelles. Le problème des métaphores, c'est qu'elles ont beau être jolies, elles sont surtout un peu fausses et ne décrivent pas réellement ce dont elles parlent. Alors, nous allons nous intéresser aux diverses manières de présenter ces fameux consensus, comment ils s'installent, comment ils se déplacent ou volent en éclats, et surtout, comment peut faire le non-spécialiste pour savoir si un énoncé s'appuie sur un consensus ou s'en écarte, comment le citoyen peut distinguer une parole qui se donne tous les moyens de mesurer ses prétentions, au test des hypothèses d'un galimatia pseudo-savant concocté, selon les besoins ponctuels du locuteur. Point. C'est ma faute. Pour contribuer à éclairer un peu tout le monde, nous allons revenir sur la notion de consensus scientifique. Comme nous étions revenus sur celle d'experts lors de l'émission enregistrée à la médiathèque d'Artem avec Céline Ségur et Laurence Corroy. Et pour cela, nous comptons sur nos deux invités. Gérard Audibert, docteur S-médecine, directeur de l'espace de réflexion éthique Grand Est, Antenne Lorraine, et Aurélie Pourez, PhD, chercheuse en information communication au Centre de recherche sur les médiations, au CREM, à l'Université de Lorraine. On peut Merci Vled. Alors merci, bienvenue. Prenez le micro aussi, le micro c'est pour Madame Pourez. Monsieur Audibert a son micro. Est-ce qu'il y a eu des bêtises dans l'édito ou ça vous semble correct jusqu'à présent, ça va? Alors, il faut appuyer sur le bouton. Il y a un bouton. Appuyez sur le bouton. Voilà. Donc jusque-là, ça va. Jusque ces 30 premières secondes, 60 premières secondes, ça va. Bon. Alors, le consensus. D'abord, un historique. Depuis quand on parle de consensus? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Ça sort d'où? Pourquoi? Alors, c'est compliqué de dater le début du consensus, parce que tout dépend du point de vue duquel on se porte. Vous évoquiez dans votre introduction qui a fait consensus, la théorie de l'évolution. On peut parler aussi des consensus comme l'héliocentrisme. Alors si j'évoque l'héliocentrisme, tout le monde va penser à Galilée. Ça peut être remis en question par des historiens qui vont parler d'hypatie, etc. Donc c'est assez compliqué. À partir de là, on peut parler de l'évolution des sciences, des démonstrations scientifiques, et voilà, qu'est-ce qui peut faire consensus dans la communauté scientifique. On peut parler, oui, je ne sais pas, peut-être du Moyen-Âge. D'un point de vue, encore une fois, tout dépend du point de vue. D'un point de vue occidental, si on va dans l'histoire de Chine, on peut parler d'un consensus à une autre date. Donc pour moi, c'est assez compliqué de dire à partir de quand on parle de consensus. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de consensus, l'origine du consensus. Alors dans d'autres sciences, comme la médecine par exemple, puisque il se trouve que je suis médecin en plus de directeur de l'espace éthique, dans la médecine, la notion de consensus elle est assez tardive et elle s'est beaucoup développée dans les années 80-90 sous la forme de conférences de consensus. Et donc c'est né aux États-Unis, c'est un concept qui est né aux États-Unis qui a après été décliné en Europe comme assez souvent dans beaucoup de domaines. Ça fait référence au fait qu'il y a à un moment donné une accumulation de connaissances
et que cette accumulation de connaissances... Petite panne de micro, c'est normal. Prenez celui de Madame Pourret. C'est mort, tester, c'est mort pour les piles, là, je pense. Ça va aller. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a une accumulation de connaissances, et à partir d'une certaine accumulation, il faut faire un tri. Et alors, peut-être que je pourrais faire un petit reproche à l'éditorial. Allons-y. Qui est de dire le consensus, c'est destiné à monsieur tout le monde. Pas forcément. Le consensus, ça peut être destiné aux autres membres de la profession. Et par exemple, l'ensemble des médecins a besoin d'un consensus qui est organisé par des sachants. On reviendra tout à l'heure sur qui organise le consensus, pour savoir vers où il faut se diriger. Je vais vous donner un exemple de consensus qui a défrayé la chronique, un dissensus qui a défrayé la chronique il y a 3 ans. Est-ce qu'il faut mettre la chloroquine pour traiter le Covid ? Ben, il y en a un dans un coin qui dit que oui, et il y a un consensus de médecins après, on verra comment s'est construit leur consensus, qui va dire que non, il ne faut pas traiter la Covid par la chloroquine. Mais ce consensus-là, il est destiné aux autres médecins qui doivent traiter des patients avec Covid, et pas forcément à monsieur tout le monde, quoi. Oui. Par contre, l'héliocentrisme, c'est vrai que savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou pas, c'est monsieur tout le monde. Bah, ça concerne ceux qui envoient des trucs pour que les téléphones marchent. Donc, eux, ils ont intérêt à savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a aussi une nuance au-delà du consensus qui est, je crois que c'est M. Étienne Klein qui en parle souvent, entre la science et la recherche. Parce que dans le mot science, quand on parle aux gens, ce que c'est que la science, il y a tout un cortège de notions qui arrivent. Est-ce qu'on peut être à peu près clair sur la science, comment on la définirait, et la recherche, en quoi c'est différent de la science? En gros, Klein dit la science, c'est des connaissances établies, structurées, ouais, elles sont là. Et la recherche, c'est ce qu'on est en train de chercher. C'est ce qui n'est pas encore établi. Pendant la crise, on faisait de la recherche. Or, la recherche, habituellement, on l'a fait dans le laboratoire, on ne la fait pas en public. Alors, pour moi, la différence, on va dire que c'est plutôt une complémentarité qui se fait dans la temporalité. Voilà. La recherche en cours, en fait, c'est comme si on cherchait à acquérir un consensus au sein de la communauté scientifique. Et la recherche est habitée par des erreurs dans des démarches qui participent à la construction de la connaissance. Il y a des doutes de scientifiques qui participent aussi à la construction des connaissances, du consensus scientifique. Donc pour moi, voilà, c'est plutôt une complémentarité. C'est la recherche qui, par l'élaboration des connaissances, va arriver au consensus et participer à l'établissement d'un fait scientifique. C'est ça. Je pense que la recherche est en amont de la science. Elle va construire la science. L'aboutissement de la recherche va être un établissement de la science. Et les chercheurs qui continuent à douter, ils vont challenger ce qui est acquis pour essayer d'avancer encore plus loin. Donc voilà, c'est normal que ça change. Parce qu'on reproche à la science de bouger. On reproche au consensus d'évoluer. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors, peut-être une définition du consensus, c'est un peu comme une perception partagée, démontrée, mais comprise par la communauté scientifique, mais toutefois nuancée. Nuancée par quoi? Par les incertitudes, par les imprécisions scientifiques qui font encore débat au sein de la communauté. Et donc là, ça fait écho à ce qu'on vient de dire sur la recherche en cours. Et nuancée aussi possiblement par les appropriations disciplinaires. Peut-être que d'une discipline à une autre, il va être difficile de trouver un consensus sur un fait, ou des appropriations culturelles. Et la temporalité, c'est essentiel dans le consensus parce que la science, c'est quelque chose de mouvant et c'est pas un absolu. L'absolu, c'est la religion. Mais je vais repartir de la Covid parce qu'on en a beaucoup parlé. Et donc, au printemps 2020, la Covid, personne ne sait ce que c'est. C'est une infection pulmonaire virale, mais très inhabituelle et on ne sait pas comment on la soigne. Et donc, il y a plusieurs façons d'aider quelqu'un à respirer. On va dire il y a une façon A et il y a une façon B. En 2020, on dit il faut absolument faire A, il ne faut surtout pas faire B. 12 à 18 mois après, on dit il faut faire B.
Peut-être un peu moins de A, mais en tout cas, il faut faire B. Et les gens, justement, le monsieur tout le monde, ne comprend pas ça. Ils ne comprennent pas qu'on a dit blanc en mars 2020 et rouge en mars 2021, parce que les gens croient que tout est carré, alors que la science, elle a besoin de recherche, elle a besoin de temps, et ça ne peut pas se construire en 5 minutes. Ça vient peut-être aussi de la façon dont sont médiatisés ou vulgarisés les faits scientifiques. Souvent, on se contente de vulgariser ou de médiatiser un résultat scientifique, en effaçant complètement la temporalité nécessaire à un résultat scientifique. Avant d'arriver à une publication, alors tout dépend des disciplines scientifiques, ça peut prendre des fois quelques années, des fois quelques décennies, et quand c'est médiatisé, on a l'impression que voilà, un jour un chercheur s'est levé en se posant une question, tiens, j'ai mes 2-3 hypothèses, j'expérimente, je conclus, je publie. On a l'impression que c'est très simple. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment un parcours, je ne vais pas dire du combattant, mais voilà, c'est oui, un parcours du combattant avec des échecs, des erreurs, des doutes. Et toute cette temporalité-là est complètement effacée. Du coup, effectivement, quand quelque chose est médiatisé, on ne comprend pas après que ça soit contredit. Alors que là encore, c'est le résultat d'une démarche. Alors pour la Covid, voilà, c'était quelque chose de nouveau, donc il y a quand même eu un recul. Et très sincèrement, une démarche scientifique collective internationale assez extraordinaire qui s'est mise en place pour pouvoir arriver à faire au mieux, au plus vite. D'accord. Je reviens juste un tout petit peu en arrière parce que vous avez mentionné quelque chose qui me paraît intéressant. Vous avez dit que selon les disciplines, des consensus peuvent être mobiles. Que dans une discipline, on a un consensus sur un sujet, mais que dans une autre discipline, le consensus n'est pas le même. Est-ce que vous pouvez développer ça? Parce qu'il me semble que l'idée même du consensus repose aussi sur une certaine forme d'humilité épistémique. À titre personnel, par exemple, l'héliocentrisme, je fais confiance aux chercheurs qui me disent que l'héliocentrisme fonctionne de telle ou telle manière, parce que moi, je n'ai pas les compétences de le comprendre. Donc, est-ce que vous pouvez un peu développer sur cette idée-là, s'il vous plaît? Alors, c'est peut-être, oui, maladroit de ma part. Il y a quand même un consensus interdisciplinaire, mais j'ai parlé aussi d'appropriation disciplinaire. En fait, c'est là-dedans il peut y avoir un dissensus qui naît, et souvent, c'est un peu une histoire, c'est comme si on parlait des langues étrangères et qu'il y avait une incompréhension d'une discipline à une autre. D'où la nécessité, bon là je prêche pour ma paroisse, d'une médiation parfois entre disciplines qui n'est pas évidente. Parce que chaque discipline a son propre jargon, a ses propres points de vue, ses propres perspectives, et du coup trouver consensus. C'est pour ça que j'ai dit aussi que c'était une perception qui devait être comprise par la communauté scientifique. Et c'est dans cette compréhension que des fois il peut y avoir encore des efforts à faire entre les différentes disciplines. Ce qui ne veut pas dire que ça remet en question le fait scientifique, mais la compréhension du point de vue de l'autre discipline n'est pas toujours évidente. Justement, si on reprend la théorie d'évolution en particulier, elle est solide parce que les géologues disent des choses très compatibles avec ce que disent les paléontologues, ce que disent les généticiens, ce que disent les physiologistes. Enfin, toutes ces disciplines sont coordonnées, et vraiment elles sont connectées. Donc si une discipline, à un moment donné, commence à dire autre chose que ce que disent les autres, c'est très intéressant, mais ce n'est pas la preuve que le consensus est faux, mais il y a peut-être que cette discipline-là a un regard un peu neuf, et donc elle voit une nouvelle aspérité, mais de manière générale, il ne peut pas exister, ça paraît compliqué pour cette théorie-là, d'avoir un fait qui remettrait en cause tout, parce que chaque discipline a ses faits pertinents pour elle, et donc un fait qui mettrait en cause tout, à part un miracle, évidemment, ce serait étonnant. Donc cette interdisciplinarité, dans quelle mesure elle est présente dans la construction? Parce qu'au niveau des résultats, on voit, l'évolution, ça fait 150 ans maintenant, mais quand ça se construit en médecine ou même, je sais pas, dans les sciences humaines, qui sont des sciences peut-être un peu moins connues par les gens, est-ce que les différentes disciplines se parlent et est-ce qu'on a conscience qu'on est en train de construire un consensus? Est-ce que c'est l'objet du travail ou est-ce que ça se fait un peu malgré soi? Alors, de plus en plus, on est invité à faire des recherches interdisciplinaires. Et la difficulté, ça peut être déjà de faire comprendre les enjeux, que chaque discipline fasse comprendre les enjeux de sa discipline, ses objets de recherche, ses méthodologies. Et donc là, il peut y avoir, encore une fois, c'est pas
ça ne remet pas en question le fait scientifique, mais c'est dans la construction du consensus. Il faut pour cela, avant, c'est un travail interdisciplinaire, que chacun comprenne la perception de l'autre ou la perspective de l'autre discipline. Pour autant, ça reste extrêmement difficile de travailler en transdiscipline, même si on nous encourage à le faire, même si c'est très utile. On le voit bien entre la médecine, la sociologie, la philosophie, par exemple, pour les questions de fin de vie. C'est nécessaire et pour autant pas si simple que ça, parce que les codes ne sont pas les mêmes, le langage n'est pas le même, et c'est pas extrêmement simple d'arriver au consensus. Mais ça, quand on compare la France à ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'on est bon élève dans la capacité à travailler entre disciplines, ou est-ce qu'on est à la ramasse? Ou est-ce qu'on est entre les deux, hein? Je n'ai pas fait d'études comparatives, je ne pourrais pas répondre avec précision. Je pense qu'il y a une évolution en France en tout cas. Je ne sais pas si on est en retard à la ramasse par rapport aux autres pays, mais je pense que on nous invite non seulement à l'interdisciplinarité, mais aussi à l'internationalité. Oui, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est la recherche de nos jours, c'est tellement internationalisé. Alors quand je dis internationalisé, on va dire par sous-ensemble quand même de pays. Et donc, c'est clair que l'Europe, les États-Unis, le Japon, ils ont une communauté de pensée intellectuelle et des développements intellectuels à peu près identiques. Ils communiquent dans les mêmes congrès. Et donc, les gens avancent plutôt ensemble. Donc, on n'est ni à la traîne, ni à la ramasse, on est en même temps. Alors justement, ce cadre où on discute, on a vu... On est post-Covid, on a vu des gens qui sont plafonnés sur les plateaux télé, et c'est pas comme ça que la science marchait jusqu'à présent. On a l'impression que les gens étaient très polis les uns avec les autres, très polissés, que tout se passe bien, et puis qu'ils se mettent d'accord, et puis qu'à la fin on a un papier, et puis c'est très, très pacifique, parce qu'on voit pas les disputes. Ça, c'est dans votre imaginaire. C'est pas dans le mien, c'est dans l'imaginaire général, c'est ce qu'on imagine. Or, les guerres de chapelle, les guerres d'ego, ça existe. Alors, c'est quoi les espaces classique jusqu'à aujourd'hui de la dispute scientifique? Ça se passe où, comment? Parce qu'avant qu'il y ait consensus, il y a dissensus. Donc, quand le dissensus il est encore là, comment on le règle? Donc, il y a des congrès, j'imagine, il y a des collaborations, il y a des conférences, en gros, et puis est-ce qu'il y a des disciplines qui se distinguent dans leur manière de procéder? Alors, je pense que oui, c'est dans les colloques au fil des publications différentes qui peuvent être confrontées dans les présentations lors des colloques, au sein d'une même discipline, le plus souvent. De temps en temps, il peut y avoir des approches pluridisciplinaires, mais c'est quand même plus rare. Mais au sein d'une communauté savante, oui, je pense que c'est vraiment lors des échanges, lors des colloques, que les débats peuvent se faire. Alors, je vais répondre pour ma discipline, qui est quand même celle que je connais le mieux. Les congrès, c'est plutôt la place des égos et de la guerre d'égos. Moi, j'ai fait telle recherche, c'est comme ça. Non, moi, j'ai fait ça et c'est comme ça. Pour arriver à un consensus sur une question, les sociétés savantes, elles organisent des espaces de discussion où on ne fait justement pas appel directement à celui qui a fait la recherche. C'est comme un peu... la différence entre les critiques de cinéma et les metteurs en scène. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander à un metteur en scène s'il pense que son film est bien. Ça n'a pas de sens. Donc, vous mettez un certain nombre de critiques, vous mettez un certain nombre de films, et les critiques décident une hiérarchie entre les films. Oui, mais les critiques, en médecine, c'est pareil. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas de talent. On est critique. Ça, c'est pas très gentil pour les Non, mais je suis méchant, mais c'est pour vous êtes méchant. Mettre à l'épreuve votre... Vous êtes méchant. Je rappelle que François Truffaut était critique. Ah oui, pardon. Quand on ne sait pas faire un truc, on enseigne. C'est les profs. Bon, on a beaucoup d'amis ce soir, c'est bien. Et donc, les dispositifs type conférence de consensus, ça sert justement à essayer de trier les connaissances, à s'asseoir et à sortir de la dispute d'ego. Ça marche pas toujours. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'on passe au vote? Il y a des gens qui n'ont jamais mis un pied dans un laboratoire, ils ne savent pas comment ça se passe. Est-ce qu'on peut aussi avoir des séminaires, des gens qui viennent visiter d'autres équipes et qui disent, chez nous on fait comme ça,
pour discuter des différentes méthodes et de se mettre d'accord. Il n'y a pas forcément la guerre. Parfois, c'est la guerre. Donc, quand c'est la guerre, mais quand c'est la guerre, comment on décide? C'est qui le juge de paix? Est-ce qu'on va chercher le doyen le plus vieux de la bande, qui a 140 ans, et du coup, comme il est plus vieux, il décide? Est-ce que... Dans une conférence de consensus, on vote. On vote, d'accord. Ah oui, oui. On vote et c'est la majorité qui gagne. Et si la minorité a un point de vue significatif, on exprime le point de vue de la minorité, en disant, voilà, c'est la minorité, mais il y a 20% des gens qui pensent le contraire de la majorité. Alors, la conférence de consensus, ça s'organise comment? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une société savante qui décide. On peut avoir un exemple de ces sociétés savantes? Eh ben, la mienne, la Société française d'anesthésie, la Société française de néphrologie. En général, c'est des sociétés savantes par spécialité. Ouais. La Société française de cardiologie, de gérontologie. Les et puis, il y a des sociétés, les infectiologues. Et il y a des sociétés transversales, comme les oncologues, par exemple, les gens qui font du cancer. Eh ben, ça reprend tous les types de cancers. Voilà. Et dans un domaine, ça peut être le traitement du Covid en 2024. Eh bien, les réanimateurs décident de poser une conférence de consensus. Ils vont prendre une vingtaine d'experts, pas ceux qu'on voit sur BFM ou sur CNews. Voilà. On les embrasse. Des vrais experts. Des gens qui ont publié, qui ont fait des études dans des revues scientifiques sérieuses. Et cette vingtaine de personnes, on leur pose des questions et ils vont éplucher la littérature, regarder les articles, pas ceux qu'ils ont écrits eux, mais tous les articles. On leur pose des questions en amont. Oui, on leur pose des questions en amont. Il y a un groupe qui est chargé d'organiser les questions. Et donc ils viennent, alors, ils font un rapport eux-mêmes ou ils répondent en live pendant la conférence? Ils font un rapport eux-mêmes, ils font plusieurs... Les questions on leur pose au début du processus. C'est par écrit. Le processus prend plusieurs mois, genre une réunion tous les 2 à 3 mois. Entre-temps, les experts lisent la littérature, font les synthèses, etc. Et au bout de 3-4 réunions, ils arrivent à répondre par écrit. D'accord. Et à partir de là, sont établis les standards de traitement. En médecine, c'est très structuré parce que il y a quand même il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de trucs. Donc c'est peut-être un peu plus bordé que dans d'autres disciplines, un peu plus protocolaire, non? Je ne sais pas si la question c'est l'argent, mais la question c'est la santé des gens aussi. Oui, j'ai dit enjeu avant. Il y a de l'enjeu, il y a de l'argent. Non, c'est plus... encore une fois, ça s'appuie sur des experts médicaux, donc c'est pas un enjeu. Là, on n'est pas avec les laboratoires pharmaceutiques. Là, c'est vraiment qu'est-ce qui sera le mieux ou le moins pire quand on est face à l'inconnu, qu'est-ce qui sera le mieux ou le moins pire pour un patient. On n'est pas dans un enjeu financier pour... je pense pouvoir l'affirmer sans être moi-même médecin, mais pour connaître bien ce milieu-là, il n'y a pas d'enjeu financier dans ces consensus. Et donc les conférences de consensus, on en a dans d'autres disciplines? En médecine, c'est la règle apparemment, très bien. Alors, ce serait intéressant de demander à des chimistes ou à des physiciens. Si on est dans la salle, vous pourrez prendre la parole tout à l'heure. Mais oui, en général, c'est plus... c'est pareil, c'est un peu une étude de l'art. En fait, si on s'intéresse à un sujet, on va éplucher à chaque fois toutes les publications et c'est ça qui va être critiqué. C'est cette critique de l'état de l'art qui va permettre de faire apparaître un consensus. Est-ce que c'est pas le rôle des reviews, des revues? On a des auteurs qui sont compétents dans un domaine et qui tous les 4-5 ans disent hop, on se pose, on prend tout ce qui a été publié et on ressort, ou les méta-analyses, on ressort les résultats les plus solides et on s'appuie dessus. Et quand c'est publié dans une grande publication avec un grand nom, ça fait consensus. Est-ce que le consensus peut aussi être créé par des revues? Mais ça, c'est pas un vrai consensus, parce que c'est une équipe qui publie la revue. D'accord. Et donc, le consensus, il doit être établi de façon beaucoup plus large, avec des gens. On prend une vingtaine d'experts qui prennent différentes régions, différents genres maintenant, 50-50, différentes spécialités qui concourent à la question qu'on pose. Et ça donne un éventail et une assise à la décision beaucoup plus importante. Une revue une revue de la littérature dans un journal, ça reste l'opinion d'une équipe. C'est vrai. Même très prestigieuse, ça reste l'opinion d'une équipe. Mais moi, quand j'étais chercheur,
je n'ai jamais participé à des conférences de consensus, et quand je voulais savoir ce qui se passe par rapport à qu'est-ce qu'on sait sur la physiologie des plantes qui sont exposées à des trucs, j'ai jamais eu un document qui dit voilà le consensus de la discipline. J'avais accès à des revues qui faisaient de la littérature, et quand je les comparais, je faisais mon avis local, mais je ne pouvais pas dire l'inverse de ce que je lisais. Donc pour moi, ça correspondait au consensus, mais c'était un peu mou comme truc. Est-ce que les conférences où on décide et on vote, c'est la règle maintenant, ou est-ce que ça reste minoritaire? Oui, il n'y a pas ça dans ma discipline, mais après, oui, c'est la critique des articles. On détermine la limite de l'article, la limite de la méthodologie, et on est invité aussi maintenant à faire des data papers. Donc c'est quoi? Alors, quand on publie un article, on peut asséner on peut expliquer l'objet de notre recherche, la problématique, la méthodologie employée, quel échantillon, quelle population on a étudié. Et aujourd'hui, le numérique le permet. On peut mettre un lien dans l'article qui permet au lecteur de l'article d'accéder directement aux données du scientifique. Donc moi, je suis en sciences humaines et sociales. Donc voilà, si je fais des entretiens et si je publie un article, maintenant je vais pouvoir mettre un lien qui permettra aux personnes intéressées de lire l'entièreté des interviews, des entretiens semi-directifs que j'aurais menés. Mais tout à l'heure, vous avez fait allusion à la dérive des continents. Oui. Wegener, 1912. Oui. Et donc, là, c'est pas de la médecine. Et donc, Wegener écrit un papier sur la dérive des continents qui s'oppose complètement à la pensée scientifique du moment. Et là, ça aurait été bien que dans sa discipline, il y ait une conférence de consensus, qu'il y ait des gens qui se posent en disant « Bon, il a posé une question, c'est un peu dérangeant, on va réfléchir à 15 sur ce qu'il a écrit et voir si c'est vrai. » Ça a quand même duré 50 ans pour qu'on reconnaisse que ce qu'il avait écrit, c'était juste, 30 ans après sa mort. Donc là, vous tirez à boulet rouge sur les géologues, qu'on embrasse beaucoup. Je vais vous dire Semmelweis, pour les venger. Semmelweis, c'est de la médecine. C'est le monsieur qui a dit il faudrait peut-être vous laver les mains, les mecs, quand vous charcutez les gens, parce que peut-être que c'est vous qui les rendez malades. Et c'était insupportable pour les médecins à l'époque. Et c'est pareil, lui, sa vie a été un peu bousillée, et ça a mis 10, 15, 20 ans avant qu'on se rende compte qu'il avait raison. Donc, on en est encore là, aujourd'hui, au XXIe siècle? Est-ce qu'on en est Parce que encore vu là les grands publics, les gens se demandent, mais il y a un qui dit U, qui dit Dia, on a l'impression que parfois que c'est le chaos. Alors, on rentre à nouveau dans la temporalité de la recherche. Pour avoir assisté à un colloque interdisciplinaire où j'ai entendu des chimistes faire une présentation et d'autres chimistes critiquer la présentation, en fait, il faut laisser, encore une fois, un consensus se construit. Il faut laisser aux scientifiques le temps d'aller au bout de leur expérimentation, de leurs travaux. Là, c'était une présentation de travaux qui étaient en cours, donc qui n'étaient pas terminés. Donc, encore une fois, il faut laisser le temps. Ça ne veut pas dire que parce qu'on présente quelque chose qui semble en contradiction avec ce qui a été établi jusqu'à aujourd'hui, c'est faux ou que ça remet en question tout ce qui a été élaboré avant. On est exactement dans ce qu'on disait au début sur recherche et science. Et là, dans les différentes présentations où il y en a un qui dit blanc et l'autre qui dit noir, on est dans la recherche, là. Et donc, ça n'est pas construit. C'est pour ça que quand vous dites il y en a un qui dit U, il y en a un qui dit Dia, c'est probablement qu'on est dans quelque chose qui n'est pas encore complètement mûr et pour lesquels on est à une phase de recherche où les chercheurs s'affrontent. Et probablement qu'il y a un moment où il y a une des deux théories qui va prendre le pas sur l'autre, ou alors elles vont se compléter, on va dire ça dépend des moments, il y a un coup c'est U, un coup c'est Dia, ça va dépendre des moments. Mais alors ça deviendra quelque chose d'un peu plus établi et ça deviendra de la science. Ou alors c'est la psychanalyse, mais ça va et on garde Freud, on garde Jung, on garde tout, et puis on fait la guerre, et on fait pas de science. Alors, c'est pas forcément de la psychanalyse, mais ça invite peut-être à se mettre dans une perspective, je sais pas, alors je suis pas psychologue, mais de psychologie sociale, ou pour voir un peu le rapport des personnes au changement. C'est sûr que j'imagine, moi je n'étais pas présente au moment de la relativité d'Einstein, quand ça a bouleversé quand même J'étais jeune. Petit peu, voilà.
quand ça a bouleversé voilà, les faits qui étaient établis jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est pas que les gens s'opposent directement à quelque chose qui vient tout chambouler, mais il faut quand même, enfin, on reste humain. Et pour le grand public, il faut, si on n'est pas, voilà, si on n'est pas physicien, c'est quand même assez compliqué de tout remettre en question, de faire face à un changement de perspective. Il y a même une théorie qui dit que pour que le consensus change, il faut que les gens meurent. Parce que c'est les jeunes qui ont les nouvelles idées, et qu'il faut que les vieux meurent avec leurs idées, comme ça on s'en débarrasse. C'est un peu extrême. Mais... J'espère que c'est vieux et que c'est à une époque où on mourait jeune. Il y a un terme sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, parce qu'on en a assez souvent parlé dans la tronche en biais, c'était un petit peu ton cheval de bataille pendant une période, c'est le terme théorie, qui dans le grand public est associé au terme d'hypothèse, et ce qui dans le langage scientifique n'a pas du tout la même connotation. À partir de quel moment peut-on commencer à considérer qu'un fait scientifique devient une théorie ? Jamais. Parce que t'as les faits et t'as les théories. Est-ce que les théories s'expliquent ? Pardon, Sujet de dissertation, vous avez 4 heures. Oui, alors, c'est une réponse. Alors, j'ai peur de rendre les choses peu claires. Si je vous donne mon point de vue, pour moi, une théorie, c'est un fait établi mais contextualisé. Et en fait, c'est le contexte. Si je vous parle de ma discipline, si je vous parle du schéma mathématique de l'information et de la communication, c'est une théorie des années 50 qui est toujours présente dans la représentation sociale, mais que d'autres théories ont remise en question et dont ils ont montré... Alors, l'ambition de cette théorie n'était pas du tout d'imposer quelque chose, c'était un modèle mathématique... de Shannon et Weaver, mais qui a été remise en question, qui a été retravaillée par, encore une fois, par la recherche en cours, mais pour autant, elle reste présente dans la représentation publique. Donc, pour moi, c'est une théorie qu'il faut recontextualiser. On était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était le décryptage de l'information, voilà, on était dans cette ambiance-là. Donc, cette théorie, elle était valable au moment où elle a été proposée pour l'objectif qu'elle avait, mais après, elle a été diffusée et elle est encore aujourd'hui présentée comme un modèle, alors que cette théorie est dépassée. Donc, vous avez les faits, et les faits sont discutables parce que les faits sont toujours un peu subjectifs, on les perçoit, et la théorie, c'est l'énoncé, c'est qu'on met pour expliquer les faits. Donc, un fait ne devient pas une théorie, mais il faut une théorie pour expliquer un fait. Un fait, seul, ça n'a pas de sens. Et donc, une science, c'est plein de faits qu'on a rassemblés, et puis on les explique avec des théories, qui pourraient être fausses, qui sont toujours un peu fausses d'ailleurs, mais qui s'améliorent parce que les gens discutent entre eux. Voilà. Et on les explique à un moment donné avec une théorie. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie, une transition, pour vous dire qu'il faut acheter des livres, il faut lire. Donc, il y a le livre de Stéphane Debove de la chaîne Homo Fabulus. Il est très bien sur la génétique. Est-ce que la génétique, c'est horriblement de droite ou de gauche, ou ni l'un ni l'autre, ou peut-être c'est utile à tout le monde. Vous avez les éditions Bookie Book avec la radiesthésie. Voilà, qui est très bien ici, c'est intéressant. Et vous avez Richard Dawkins et son dernier livre qui parle de l'évolution et du vol, les ailes un peu partout. Et ce sont des livres que vous allez pouvoir gagner si vous vous posez des questions à la fin. Et on votera ensemble, on fera un consensus qui sont les 2 meilleures questions et vous gagnerez ces livres et ce sera informé. Et vous avez également Science et Science qui vient d'arriver dans ma boîte à lettres, je ne l'ai pas encore lu. Donc la revue à laquelle il faut vous abonner à la place des autres. C'est quoi le problème, partie 2 avec le consensus, qui est mal compris? Il y a des mauvaises définitions qui circulent. C'est quoi que vous entendez de plus faux sur le consensus, s'il vous plaît? Les idées fausses. Et j'ai oublié ce livre-là, vous l'avez de mon gueule, oui, il était là, en plus, il vient de sortir. Un scientifique bien entouré, c'est plus de 30 personnes qui écrivent chacune un chapitre, et c'est illustré par l'ami Romain de Evidence Based Bonne Humeur, et je n'ai écrit un dedans aussi. Voilà, page, je sais pas, achetez-le, vous verrez bien quelle page je suis. Si ça vous intéresse. Voilà, ma question demeure. L'idée la plus fausse, c'est probablement le consensus est gravé dans le marbre. Ce qui est vrai aujourd'hui le sera pour les siècles des siècles. Oui. Ça, c'est vraiment probablement complètement erroné dans la plupart des sciences, je pense, et en médecine plus qu'ailleurs. Et donc, ce qui est vrai, ce qui fait consensus...
à une époque sera plus du tout vrai à l'époque d'après. Donc peut-être que les gens qui disent non à la science ont raison. Alors, j'ai pas dit que statistiquement c'était ce qui se produisait, mais ce qui n'est pas un consensus, c'est aussi un fait qui va être diffusé par les réseaux sociaux numériques et qui, comme ça, gagne une certaine légitimité. Dans le même sens, ce qui n'est pas un consensus, c'est quelque chose qui est médiatisé sans réelle investigation journalistique. Et ça arrive aussi très souvent. Ce qui n'est pas un consensus, c'est aussi un enjeu moral. C'est pas, voilà, on parlait de dogme, hein, la science n'est pas un dogme. C'est pas la science qui va déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. Et ça, des fois, voilà, dans la façon dont peuvent circuler les informations et les pseudo-consensus, ça peut être présenté de cette façon-là. Et le problème, c'est que finalement, ceux qui savent quand un consensus existe, c'est ceux qui bossent sur le domaine. C'est-à-dire que moi, qui ne connais pas la médecine, si on me dit, voilà, pour l'entorse du genou, ça existe, l'entorse du genou ? Oui, ça existe. Et bah, si pour l'entorse du genou, ce qu'il faut, c'est un suppositoire, et que c'est le consensus, et moi, je dis, je ne sais pas, peut-être que c'est vrai. Comment on se renseigne ? Je vais vous dire, les gens ils vont sur Internet, ils vont vous dire dites donc, j'ai tapé entorse du genou, j'ai jamais vu suppositoire. Et donc ça, c'est de plus en plus fréquent. Alors malheureusement, il en va de la médecine comme des mathématiques et comme d'autres choses. Si vous cherchez sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de sornettes. Surtout que c'est comme ça que font les gens. C'est-à-dire que moi, si je cherche l'homéopathie et que je veux la preuve que ça marche, je vais trouver des articles qui montrent que ça marche. Il y en a plus qui montrent que ça marche pas. Mais si je les cherche pas, je les lirai pas. Donc, et si je ne sais pas comment chercher ? Alors, je vais me permettre une petite nuance. Oui. J'ai fait une recherche sur une communauté de patientes touchées par le cancer du sein, une communauté de patientes en ligne. Alors effectivement, il y avait une charte d'utilisation du site qui disait on n'est pas médecin, donc voilà, on n'est pas là pour critiquer tel ou tel médecin. Par contre, ce qui s'échangeait comme information, c'était pas est-ce que mon cancer doit être traité par tel ou tel traitement. C'était pas du tout le but de ces patients, de cette communauté en ligne. C'était, comment on fait avec les effets secondaires de tel ou tel traitement, comment on fait pour se sentir mieux après telle ou telle phase du traitement, etc. C'était plutôt, c'est ce qu'on appelle les savoirs d'expérience, les savoirs expérientiels. Les patients experts. Oui, c'est ça. On l'a évoqué lors du dernier live sur l'expertise en santé, justement, donc cette émergence, les gens qui ont un vécu, qui savent qu'ils ont vécu et qui peuvent en témoigner et qui peuvent aider les médecins aussi à mieux travailler. Souvent, ils en ont peut-être besoin. Parce que les médecins, pas vous, mais les autres... J'ai en tête un médecin qui me disait la vérité est celle du patient. En fait, c'est vraiment le vécu du patient. Enfin, bien sûr, le médecin, lui, va avoir une compréhension de la physiopathologie, de ce dont souffre le patient, mais c'est le patient qui vit la maladie. Donc, c'est quand même lui qui détient sa part de vérité. Et puis c'est comme ça qu'on construit le soin en 2024, c'est le patient est au centre du soin. Alors, question qui fâche, on a vu la chloroquine et le Covid, très bien. Est-ce que les crises d'autorité, on ne savait plus qui avait raison, pendant des mois, les gens sont engueulés, comme à l'époque du Dreyfus, est-ce que le monde académique est capable, ou pas, de faire face à des crises comme ça, où des gens, dans un coin, crient plus fort que les autres, font autorité parce qu'ils détiennent des vrais marqueurs de vraie autorité et de vraies compétences dans le domaine en plus, mais où il a fallu 2 ans avant que... parce que maintenant, là, tout le monde tape dessus. Raoult, c'est Baltrap, les anciens ministres disent pique-pendre, mais à l'époque, on ne disait rien. Alors que quand on regarde, à l'époque, on savait qu'il y avait un problème dans sa parole. Le monde académique a été incapable de dire au public attention à ce que vous entendez, là c'est pas fiable et là c'est plus solide. Est-ce qu'il a les organes pour le faire, pour réagir à une information de mauvaise qualité qui est énoncée avec force depuis un siège d'autorité, et sinon est-ce que c'est en préparation pour que ça se change, peut-être, pour qu'on puisse, parce que la prochaine crise, on va avoir encore des gens qui vont dire je sais et qui ne sauront pas. Alors Didier Raoult, c'est surtout une crise médiatique plutôt qu'une crise scientifique. C'est-à-dire qu'à H0, donc on est en mars 2020,
personne ne sait si la chloroquine, ça marche. Lui, il est tout seul dans son coin. Il n'est pas spécialiste en virologie, je vous rappelle, il est bactériologiste. Et donc, il dit, moi j'ai soigné des patients, ça marche super bien. Là, la communauté scientifique, en mars 2020, elle n'en sait rien. Et donc, le premier essai qui est mené par des gens qui, on va dire, un peu sérieux, l'essai français qui s'appelle Discovery, il y a plusieurs traitements qui sont essayés, et dedans, il y a la chloroquine. Donc, la communauté scientifique, elle fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire un essai. Malheureusement, cette temporalité de la recherche, elle se fait sous les caméras, ce qui nous arrive jamais, et parce que la recherche, ça prend du temps. Et là, ça a été super vite, parce que tout le monde, d'abord, l'argent a ruisselé sur le Covid, sur le plan recherche, en 2020, et tout le reste s'est arrêté. Donc pendant à peu près 8 mois, vous ne pouviez plus faire de recherche médicale en France en dehors du Covid. Et donc ça a été vite. Et donc les scientifiques qui ont fait un essai, ils ont vite vu que la chloroquine, ça ne marchait pas. Et à l'été, en juillet-août 2020, la chloroquine s'était terminée sur le plan scientifique. Après, les médias, ils adoraient interviewer Raoult, mais tous les scientifiques ont dit que ça ne marche pas. Il n'y a pas que les médias. L'IHU de Marseille avait une chaîne YouTube. D'ailleurs, les vidéos où Raoult parle du Covid ont disparu de la chaîne, mais il en a créé une qui s'appelle « C'est ça la science ». Et il les a republiées. Et il était dans une totale impunité. Et les médias étaient complaisants, mais le monde de la recherche, il était où pendant ce temps-là? Plus personne prescrivait de la chloroquine. Donc, vous avez vu un truc dans les médias, mais médicalement, plus personne prescrivait de la chloroquine. Dans les familles, sur les réseaux sociaux. Médiatiquement, tout le monde en parlait. Il n'a jamais été expliqué comment, encore une fois, là, il fallait peut-être donner une traduction de la recherche clinique en cours. À aucun moment, il a été expliqué en quoi consistait une recherche clinique, les phases d'une recherche clinique, les moyens qui étaient donnés pour la recherche clinique pour le Covid. Effectivement, on a bénéficié d'une espèce de temporalité compressée. Les comités d'éthique donnaient priorité à toutes les études portant sur le traitement du Covid. D'habitude, ça peut prendre plusieurs mois. Là, on était sollicité 48 heures, les avis. Ouais, voilà, c'était des comités d'éthique extraordinaires. Tout a été mis en place par la société savante pour faire au mieux, au plus vite, proposer quelque chose démontré scientifiquement. L'étude Discovery, effectivement, on ne pouvait pas à H0 dire ça marche ou ça marche pas. Il fallait d'abord le démontrer scientifiquement. Vous ne répondez pas à ma question. Oui, alors... Vous êtes en train de me dire qu'on a fait de la bonne science, évidemment. Oui, mais que médiatiquement, moi, ce qui m'a agacé, c'est que on a invité des experts, des pseudo-experts, c'est comme si moi je m'improvisais experte en géologie ou experte dans une discipline qui n'est pas du tout la mienne. On a vu des experts, j'avoue que c'était un petit peu quand même particulier ce titre d'expert, mais je ne vais pas revenir comme Céline et Laurence en ont déjà parlé. Mais à aucun moment, il y a eu cette lecture qui permettait au public d'avoir un regard critique sur la présentation qui était faite de Didier Raoult. Le fait que la recherche clinique ne soit pas expliquée, pour moi, était vraiment problématique. Parce que forcément, il y a quelqu'un, vous pouvez perdre des proches du Covid, il y a quelqu'un qui vous dit c'est bon, j'ai trouvé un traitement. Humainement parlant, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y croire, c'est humain. Mais si on ne vous donne pas les moyens, les outils pour être critique par rapport à ce qui a été médiatisé, c'est assez compliqué. Mais au-delà de ça, Didier Raoult, il est payé avec notre argent public. C'est un fonctionnaire, il travaille pour nous. Et on n'a personne qui peut lui dire « Didier, maintenant vous vous taisez pendant 2 semaines, le temps qu'on travaille, arrêtez d'agiter tout ça ». Personne n'est capable de lui dire. Est-ce qu'on a en France 40 autres Didier Raoult qui, à la prochaine crise, vont dresser leurs oreilles comme ça pour vendre des milliers de livres, avoir une exposition qui leur fait du bien à leur gros ego, sans que personne puisse leur dire « arrête ». Je ne dis pas qu'il faut censurer les gens, mais vous savez bien que les fonctionnaires sont soumis à des droits de réserve dans des différentes... voilà. Et les professeurs d'université ont une liberté académique, mais qui n'est pas illimitée non plus. Et je me demande, et vous êtes invité, mais est-ce que ce type de problème-là fait partie des questions qu'on se pose dans comment on construit un consensus et comment
on amène au public des connaissances, ou est-ce que ça reste un truc qui n'est pas pensé, qui n'est pas construit? Ça peut s'appuyer quand même sur des règles de déontologie. Enfin, vous parlerez plus facilement que moi de la déontologie médicale. Là, ce qui a été médiatisé, c'est effectivement cette personne-là, et puis après, qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu avoir la parole? Mais bon, ce qui n'est pas médiatisé, c'est les médecins qui perdent leur titre de médecin parce que voilà, ils n'ont pas respecté la déontologie de la profession. Mais pire encore qu'une médiatisation, il y a eu un soutien qui a été un soutien présidentiel, qui est tout de même une autorité symbolique assez considérable, alors qu'en vérité, il n'a absolument aucune compétence scientifique ou médicale, cet homme. Donc on a une lumière qui a été placée sur un chercheur, sur un médecin, sans aucun doute immensément compétent sur d'autres domaines, mais en tout cas une lumière qui a été posée sur lui, et il a été érigé en tant qu'autorité sur une discipline sur laquelle, vous l'avez très très bien mentionné, il n'était au final pas si compétent que ça. Comment le monde médical... Il n'a jamais appartenu au conseil scientifique il me semble-t-il, il n'était pas dans le conseil scientifique qui donnait des conseils au niveau politique. Non. Il en est sorti, je crois. Il a été invité quand même. Il a été invité, il a été invité, il est parti. Parce que le conseil scientifique n'était pas de son avis. D'accord, mais moi il y en a d'autres. De l'articulation science-société, là vous me dites on fait de la bonne chose, et c'est vrai. Mais c'est pas que les médias, parce que on a les médias mainstream, mais on a toute la complosphère dont on va parler. Mais Didier Raoult maintenant, il est plus invité tellement dans les grands médias. Mais il est quand même invité dans certains types de médias. Et cela, il n'y a pas de solution, c'est des médias tout pourris. Mais qu'est-ce que fait le monde académique? Mais les complotistes, vous ne pouvez pas empêcher des complotistes d'exister. D'accord, mais les complotistes... Il y a quand même 10% des Américains qui pensent que la Terre est plate. Je ne crois pas à ce chiffre. Je ne demande pas aux gens... Si. Je ne demande pas aux gens de censurer les médias tout pourris. Mais quand on a quelqu'un qui est payé avec l'argent public et qui a des responsabilités... J'ai l'impression que ce que vous me dites, c'est qu'on ne peut rien faire et qu'il n'y avait rien à faire en plus. Alors, des médecins a beaucoup défendu Didier. Enfin, il a eu un blâme. Il a eu un blâme. Il y a une plainte de la Société française de maladies infectieuses. Oui. Mais qui est arrivé. Bon, c'est arrivé tard, mais ça veut dire que. Non, c'est pas arrivé tard. C'est arrivé en 2020. Enfin, la réponse. Bon, il est condamné. Enfin, donc. Bon, on va pas faire un truc sur Raoult, tout ça, mais... Vous faites une fixation sur Didier Raoult. Ouais, vous en avez parlé premier. Mais la question, c'est, il y en aura forcément d'autres. On sait bien qu'il y a des gens bizarres dans les laboratoires qui ont et comme ça, et qu'à la moindre possibilité de briller, ils le feront. Mais il y en a d'autres. Je peux vous citer le professeur Joyeux, qui a quand même pas mal effrayé la chronique. Bien sûr. Et donc, le professeur Joyeux qui vous donne des conseils en matière de nutrition, qui vous donne des conseils en matière de vaccination, et qui est de son métier chirurgien viscéral. Oui. Donc, et en plus, qui fait des choses borderline sur le plan de la recherche médicale, puisqu'il a monté un protocole sans aucun CPP. Et lui, alors pour le coup, il a été suspendu par l'ordre. Comité de protection des personnes. On a dit comité d'éthique tout à l'heure. C'est suspendu, mais tardivement. Ça fait 20 ans qu'on sait qu'il est... Ce type de comportement, est-ce qu'on n'aurait pas besoin, même si on n'a pas, d'avoir des instances, et là, on est dans la déontologie, dans l'éthique, au-delà, parce que certains vont le dire, mais vous lui en voulez parce qu'il n'a pas respecté les règles, mais il a fait de la bonne science, sous-entendu, il a des bons résultats. Alors, un, non, mais deux, l'éthique, quand on la retire de la science, c'est plus de la science. Donc, est-ce qu'on est capable de s'assurer que la science contient de l'éthique en France ? L'essentiel de la science contient de l'éthique en France. Des médecins et des professeurs de médecine, il y en a des milliers, des Didier Raoult et des Joyeux, il n'y en a pas des non plus. Il y en a, indiscutablement. Il y en a des biens. Mais voilà. Oui, je vous promets qu'il y en a des biens. Je vous crois. Mais c'est les autres qui posent problème. Oui, mais c'est les autres, bien sûr. C'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure qui ne posent pas de problème. Pour autant, la majorité des trains arrivent à l'heure. Enfin, plus maintenant, mais avant. Mais l'éthique en sciences, oui, je pense que c'est... Alors, on est peut-être... les choses sont en train d'évoluer aussi. Pour ce qui est de la science, à un moment, il y avait eu dans la loi... c'était la loi Jardé qui devait s'étendre à toutes les sciences humaines et sociales. Techniquement, c'était impossible de demander au comité de protection des personnes en gros, c'est dès qu'un... Excusez-moi, je ne vous regarde pas trop parce que je suis éblouie par les lumières. Je vais faire un effort.
Oui, j'étais en train de dire, par exemple, un étudiant en psychologie qui veut faire une étude sur, je sais pas, en interrogeant des gens, la loi Jardé, avant son décret d'application, demandait à ce que tout étudiant en sciences humaines et sociales, tous les mémoires d'étudiants infirmiers, d'étudiants en médecine passent par cette loi Jardé, c'est-à-dire vérifier qu'on a bien informé les personnes, qu'on a bien recueilli leur consentement. En gros, ça imposait une démarche éthique. Techniquement, c'était impossible, ce n'était pas gérable, que ça soit géré par les comités de protection des personnes, ou alors il aurait fallu, je sais pas, quadrupler, voire plus, l'effectif des comités de protection des personnes. Donc dans le décret de l'application, les sciences humaines et sociales ont été écartées de la loi Jardé. Pour autant, il y a quand même un effort qui est fait. Souvent, de toute façon, comme on est invité, quand on fait une publication internationale, il faut qu'il y ait une validité par un comité d'éthique. Donc voilà, Donc on est obligé de passer par une démarche. C'est quelque chose qui était peut-être moins présent en France que par exemple en Amérique du Nord, mais les choses évoluent dans ce sens. Pour autant, c'est pas parce qu'on n'a pas de comité, il n'y a pas forcément de comité d'éthique, que les chercheurs ne s'imposent pas à eux-mêmes une démarche éthique. Ils sont censés le faire, Mais en tout cas, en médecine, les comités de protection des personnes sont au moins une garantie depuis la loi Hurier, sénateur nancéen, depuis la loi Hurier de 90, depuis donc 35 ans, protège les malades de façon très très efficace. J'ai noté, faut-il un cadre législatif au consensus, au sens où il y a des gens qui... en histoire, il y a des choses qu'on ne peut plus discuter parce que la loi dit la vérité historique est là. C'est pas un débat de ça, mais ça existe en histoire. On a décidé que ça, on n'en discute plus. Voilà, ça a eu lieu et basta. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un format législatif pour établir que voilà, là il y a la barrière entre ce qui est établi et c'est validé, sous condition évidemment, mais c'est validé, et puis le reste, là vous pouvez en discuter, ou est-ce que c'est toujours une mauvaise idée? Non, c'est une bonne question que vous posez et que d'autres se la posent. Par exemple, est-ce que vous enfermez pendant quelques semaines 187 personnes dans un lieu clos, vous leur faites écouter un certain nombre de gens et à la fin, ils écrivent un texte sur la fin de vie? Ça, c'est le fait du prince. Le président de la République a dit qu'on allait enfermer 187 gugus qui représentaient toute la France, toutes les catégories sociales, toutes les professions, tous les départements, etc. Et qu'ils allaient écrire un texte. Ça s'appelle une conférence citoyenne. Eh bien, il y a des gens qui disent, quelque part, c'est un scandale. Les juristes, ils disent, comment ça se fait que ce dispositif à qui on donne une importance très grande, puisque ces conférences, ces conclusions, elles ont été beaucoup reprises dans l'élaboration de la loi. Comment se fait-il que ce dispositif important ne soit pas encadré par la loi? C'est une question. On pose des bonnes questions. On n'a pas toujours les réponses. On n'a pas toujours les réponses, mais c'est une question. Alors, dans tout ce qui est législatif, on a aussi les LMR. Je vous laisse expliquer ce que c'est que les limites maximales limite maximale de résidus qui définit une concentration maximale admise sans risque pour la santé, même si cette quantité est consommée chaque jour, toute la vie de l'individu. Donc voilà, c'est plein de produits auxquels on est exposé, et on établit des LMR, mais alors qui le fait, de quel droit et dans quelle mesure? Ce sont des consensus qui sont imposés par des comités très réduits finalement. Et dans quelle mesure ça correspond au consensus tel que nous on l'avait défini ou pas? Alors les limites maximales, en fait, elles sont le fruit d'un travail de recherche scientifique. Donc le fait est établi scientifiquement, c'est-à-dire qu'il est démontré que l'expérimentation peut être renouvelée, qu'on arrive à chaque fois au même résultat, pour déterminer un seuil au-delà duquel, qu'il ne faut pas dépasser, car il pourrait y avoir une incidence sur la santé humaine. Alors, j'avais donné cet exemple-là alors ça a été très très peu médiatisé. C'est l'ARS de Bretagne, je ne crois pas faire d'erreur, l'ARS de Bretagne qui avait dit attention, on a 20% de notre eau qui n'est plus potable à cause de la présence d'un métabolite de pesticides. Donc un métabolite, c'est
quand on utilise un pesticide, après, en se dégradant, ça se transforme en plusieurs petits produits. Et donc, un des métabolites qui était surveillé quand on fait une analyse de l'eau, que contient l'eau potable, donc ce métabolite-là, le S-métolachlore, avait un seuil, donc une LMR qui était définie à partir d'un seuil établi scientifiquement. Et donc, en se basant sur ce seuil-là, l'ARS a dit, attention, on a 20% de l'eau, à peu près, c'était 17%, 20% qui n'est plus potable. Du coup, affolement général, on va faire tous des mesures et peut-être qu'on se retrouvera tous avec quelque chose, un résultat similaire. Et donc, il y a eu un changement de seuil miraculeux. Alors, ce n'était pas un changement fait par des scientifiques. C'était pas, là, pour le coup, ce n'était pas du tout une démarche scientifique. On dit, c'est pas grave, on va augmenter le seuil. Comme ça, on reste avec de l'eau potable. Et donc là, la communauté scientifique s'est mobilisée pour faire part de cette incohérence scientifique en disant on ne peut pas changer un seuil comme ça. Une LMR, c'est quelque chose qui est scientifiquement établi, qui n'est pas modulable en fonction des résultats obtenus. Donc voilà, là, pour le coup, la LMR est un consensus scientifique. Le fait que cette LMR ait été modifiée a soulevé la communauté scientifique qui a cherché à mettre en avant que ce changement de LMR n'avait rien de scientifique. Bon, donc je ne connais pas l'affaire. Ça se résout comment ? Ça avance ou... Oui, ça a été, le seuil a été recorrigé. Donc rebaissé, donc l'eau est polluée. Voilà. Bon, c'est comme ça. Et depuis, ça commence à être un peu plus médiatisé. Ça a été plus médiatisé avec l'eau en bouteille, avec la présence de métabolites dans les eaux en bouteille. Plus les microplastiques. Oui, c'est comme les PFAS dans les poêles à frire. Les PFAS dans les poêles à frire. La loi qui a été discutée il y a 10 jours à l'Assemblée nationale. J'ai pas suivi. Donc c'est des plastiques permanents, entre guillemets, qui disparaissent jamais du métabolite et qui sont nuisibles pour la santé. Et donc les écologistes ont milité pour faire interdire les PFAS. Et les PFAS, ça rentre dans la composition des poêles Tefal. Du téflon, c'est ça ? Oui. Et donc tous les salariés de Moulinex, ils étaient devant l'Assemblée nationale en tapant sur des poêles parce que si jamais ces PFAS sont interdits, l'usine ferme. Oui. Et justement, nous avons tous, il n'y a pas de consensus sur leur nocivité. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a plein de PFAS différentes. Et à gauche, il y a des gens qui disent tel PFAS c'est nuisible, mais nous on ne les met pas dans nos poêles. Les autres, ils disent tous les PFAS sont nuisibles. Oui. Et là, moi, pour le coup, là, comme médecin, là, je suis monsieur tout le monde. Moi, j'en sais rien qui a raison et qui a tort. Donc, j'ai plus de poêle Tefal. Bon, il y a d'autres marques, non ? Bon, ça va. Pour en revenir à la définition, dans Wikipédia, le consensus scientifique est le jugement, la position et l'opinion collective des personnes de la communauté scientifique qui travaillent sur un domaine particulier d'études. Le consensus implique un accord général, mais pas nécessairement l'unanimité. Est-ce que cette définition-là, à laquelle tout le monde a accès, c'est suffisant ? Est-ce qu'il manque des choses pour comprendre vraiment ce qui se passe ? Parce que Wikipédia, c'est bien, et si jamais vous dites, ils pourront corriger. La notion de temps ne figure pas, là. C'est vrai qu'il n'y a pas le fait le que consensus c'est temporel. un temps donné. Le contexte, le temps, oui, ça me semble. Donc, chers contributeurs à Wikipédia, l'aspect temporel n'est pas présent. Au niveau des agences gouvernementales ou des structures qui établissent des règles sur les seuils de toxicité, là c'est pareil. Ces consensus-là, ils sont acquis comment ? Comment ils sont construits ? Là, c'est des résultats de travaux scientifiques, de démonstrations. Alors, je pense qu'il y a des chimistes, des écotoxicologues. On peut s'appuyer sur l'expertise de scientifiques. Parce qu'il y a en partie quelque chose qui est d'ordre de l'arbitraire, c'est qu'on établit telle dose à partir de laquelle on observe des effets biologiques, et on considère que si on le divise par, je ne sais pas les chiffres, mais c'est par 100, par 1000 ou par 10 000, alors arbitrairement, c'est le seuil qu'on se pose. Et ce seuil, il est arbitraire, mais c'est une règle qu'on a établie. Non, ce qui n'est pas... Alors, en général, les seuils font le produit de consensus. Ce qui est débattu, c'est l'effet cocktail. En plus, oui. Notamment par rapport aux métabolites de pesticides. On peut connaître, établir un seuil. Alors bien sûr, ce qu'on va revendiquer, c'est
c'est le zéro. Enfin, moi, je travaille sur le chlordécone. Voilà, ce qui peut être revendiqué, c'est le zéro chlordécone. Mais ce qu'on ne connaît pas encore, c'est l'effet cocktail des différents. Il y a les métabolites du chlordécone, il y a les métabolites du glyphosate. Voilà, quel effet peut avoir sur la santé humaine ce cocktail de différents métabolites et d'autres polluants. Donc, c'est l'affaire de seuil sur les expositions. Comment ça, enfin, si vous voulez élaborer dessus, ou c'est pas intéressant, je peux me permettre de rajouter par rapport à... j'ai une notion auquel je tiens beaucoup de Canguilhem sur la normativité. Donc là, je vous laisserai peut-être en parler. Enfin, par rapport aux normes biologiques, si on reste dans le domaine médical, Canguilhem a invité à partir de cette vérité statistique, de la norme établie scientifiquement d'une norme biologique, d'accepter que cette norme puisse diverger un petit peu d'un individu à l'autre. Oui. Oui. Le problème des toxiques et des limites de toxiques, c'est que ça a beau être scientifique, la seule chose qu'on observe, c'est des associations. Et association ne veut pas dire causalité, quoi. Et donc, ce que vous pouvez dire, c'est que cette limite de toxique, elle est associée à telle pathologie, mais c'est difficile de dire que ce toxique-là, il cause la pathologie. Et donc, quand vous avez tout un environnement avec 500 000 substances qui interfèrent avec la maladie, c'est pas toujours facile de finir par établir vraiment ce lien de causalité. Et donc, qui établit la norme ? Des chercheurs qui établissent des liens d'association, mais il faut beaucoup de publications et beaucoup de travaux de recherche pour finalement être vraiment certain que, oui, le tabac cause le cancer du poumon. Il a fallu beaucoup de littérature, surtout qu'en face, il y a des lobbies qui rament contre. Ça, c'est un autre débat. Efficace, mais même pour apporter cette preuve, ça prend du temps. Et autant on peut savoir qu'un polluant peut avoir tel effet sur la santé, pour autant, quand il y a apparition d'une maladie, il est difficile de faire le lien directement avec un polluant. Souvent, c'est pas un effet cocktail, oui, c'est différents facteurs qui vont induire possiblement une pathologie. Pas simplement, c'est pas parce que, alors à un moment c'était manger de la viande rouge, ça donne le cancer du côlon, c'est pas parce que vous allez manger un steak que vous allez avoir un cancer du côlon. Et c'est pas parce que, si on a un cancer du côlon, c'est pas parce qu'on a mangé un steak. Au niveau individuel, on n'a jamais la réponse, on n'a que des réponses statistiques et quand on est le malade concerné, c'est bien chiant. Alors, on va passer à la partie 3. Je vous rappelle que nous sommes présents à la BU Ingénieur à Brabois, grâce à Philippe Schneider, à Eleonore Guevillas et à Floristan, dont j'ai pas le nom de famille. Donc on la remercie. C'est l'équipe qui nous accueille, qui installe les caméras et qui fait la captation. Donc on peut les applaudir. Voilà, c'est vachement bien. Vous avez des questions, des trucs? Est-ce que le chat se comporte bien? Le chat est très calme aujourd'hui. Tant mieux. C'est fou. Parce qu'on n'est pas en direct. Les polémiques, etc., on va y revenir. Juste, alors, le consensus, ça sert à quoi? Question bête que j'aurais dû poser dès le départ. Est-ce que le consensus sert à dire, maintenant, les chercheurs, on a la réponse, vous arrêtez de chercher. Rentrez chez vous. Les chercheurs, ils n'arrêtent jamais de chercher parce que ce qui caractérise un chercheur, enfin ce qui devrait caractériser un chercheur, c'est le doute. Et c'est le doute qui fait avancer la science. Et donc, il ne faut jamais se contenter d'une vérité établie, il faut toujours la challenger. Et c'est ça le boulot des chercheurs. De Gaulle disait que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Bon. À quoi ça sert un consensus? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Ça a quel effet sur le champ des recherches qu'on ait atteint un consensus? On en a besoin parce qu'on a une avalanche de connaissances. Tous les jours, il se publie des centaines de kilomètres d'articles, de lignes d'articles, de données de la science. Et il y a besoin d'un consensus pour faire la synthèse sur ces différentes données. Parce que forcément, quand vous publiez 150 articles sur un sujet, forcément des articles qui vont être contre les premiers, quoi. C'est pas 150 articles dans le même sens. Et donc, il va falloir que des gens trient dans les connaissances et permettent à monsieur tout le monde, parce que ça c'est une question qu'on n'a pas du tout abordée, c'est la déclinaison du consensus
jusqu'en bas de l'échelle. Il y a 20 sachants qui sont fermés dans une pièce et qui ont écrit un consensus sur c'est comme ça qu'il faut traiter le Covid. Mais à Saint-Avold, à Remiremont, à Vitry-le-François, est-ce que tout le monde connaît les conclusions de ces 20 chercheurs? Eh bien, toutes les études sur les conférences de consensus prouvent le contraire. C'est-à-dire que vous avez beau constituer des consensus, les diffuser, parce que ça c'est très très important dans un consensus, il ne s'agit pas qu'il y ait 20 gugus qui disent quelque chose, encore faut-il diffuser ce qu'ils ont dit. Et est-ce que le médecin de campagne, dans son petit hôpital de campagne, va avoir connaissance de ce consensus? Eh bien, c'est pas sûr du tout. Est-ce qu'il va en avoir connaissance? C'est pas sûr. Est-ce qu'en ayant connaissance, il va l'appliquer en se disant « ouais, mais non, mais les vins parisiens, moi, j'en ai rien à faire. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je soigne ces patients-là, je sais comment il faut les soigner. » Et donc, c'est démontré que c'est difficile d'appliquer les conférences de consensus, en tout cas en médecine. Pour moi, un consensus, c'est ce qui pourrait servir de socle pour développer une mise en perspective, une critique des autres informations circulant sur ce sujet-là. D'accord. Et les bons consensus, je pense à un consensus que j'ai lu récemment sur la prise en charge des hémorragies cérébrales. Les bons consensus, ils finissent par gap. Ce qui reste à chercher, ce qui n'est pas du tout clarifié, tout ce qui est incertain, et ce sur quoi devrait porter la recherche de demain. Typiquement, moi je me suis intéressé aux pratiques de soins non conventionnels, donc j'ai une série de vidéos à l'heure actuelle. La prochaine, c'est sur la chiropraxie. 30 minutes, hein, c'est long. Alors, la précédente, c'était l'éthiopathie, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y avait 0 papier. Donc là, c'était facile. La chiropraxie, il y en a beaucoup. Et donc, on a des synthèses Cochrane. Alors, c'est spécifique à la médecine. On n'a pas encore d'équivalent. Cochrane, c'est des gens qui... Alors, je ne sais pas comment ils sont structurés, c'est une asso où régulièrement, ils font le point sur la synthèse sur une question médicale et ça fait autorité. J'ai pas l'impression qu'on ait la même chose en sociologie, en psychologie, et ça pourrait être bien. Est-ce que c'est des projets comme ça qui font école? Est-ce que Cochrane, dans les sciences humaines, un équivalent se préparerait, par exemple? On peut parler au nom de toutes les disciplines, mais oui, il y a quand même, encore une fois, c'est lors des journées d'études, lors des colloques, que les consensus circulent. Il y a des synthèses rédigées et qui font autorité? Oui, il peut y avoir des états de l'art critiques sur les publications, et oui, c'est ce qui va être partagé dans la communauté. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut médiatiser, faire connaître, c'est qu'il y a des... Voilà, le monde académique se dote d'organes pour produire des synthèses qui devraient faire autorité, et puis est-ce que les synthèses, elles ont une vie derrière? Est-ce que c'est suivi des faits ou pas? Est-ce que ça, on peut mesurer? Dans quelle mesure c'est suivi? Justement, ce qui manque... c'est la vie derrière. C'est-à-dire que c'est assez facile de produire une synthèse, parce que c'est un truc qui est un processus qui est single shot, mais faire vivre le processus, le décliner, le diffuser, et faire en sorte que chacun se l'approprie, parce que c'est comme ça que ça va marcher, il faut que chacun se l'approprie, ça c'est très difficile, ça demande des trésors d'énergie, et en pratique c'est peu fait. Le souci, c'est comment va être circulé ce consensus scientifique? Comment va être mobilisé ce consensus scientifique? Pour m'être intéressé à cette question des limites maximales de résidus, comment on a pu changer comme ça, de dire tiens, on passe de tel seuil à tel seuil? Ce sont des décisions politiques, on peut pas... Et du coup, je me suis intéressée à l'office parlementaire qui peut être sollicité par les députés. Le PEC, oui, c'est ça. Comment ils s'appellent? C'est l'office parlementaire pour les choix scientifiques et technologiques. Qui avait été présidé par M. Villani. Oui, à un moment donné, oui. Ouais. Et qui, en fait, s'il y a une question scientifique qui peut être mobilisée dans un débat politique, ils peuvent faire appel à cet office parlementaire. Pour qu'eux fassent une synthèse eux-mêmes. Pour qu'eux fassent une synthèse de tout. Alors, et eux tiennent compte aussi, vous parliez de médecine alternative par exemple, ils vont tenir compte, ils vont entendre tous les points de vue, toutes les perspectives différentes avant de rendre leur synthèse.
mais cet office n'est pas trop sollicité par les politiques. Donc le souci, c'est ça, c'est comment, dans une décision politique, dans un processus décisionnel, comment la connaissance scientifique ou le consensus scientifique peut être mobilisé. Et c'est un peu alors, ça va être un champ de recherche que je vais vraiment investir, parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, il y a des consensus scientifiques qui sont établis. Donc là, on parlait d'un exemple médical. Voilà, comment un médecin de campagne peut prendre connaissance, s'approprier et mettre en œuvre le consensus médical établi. C'est exactement la même chose dans d'autres domaines. Comment un processus décisionnel, on peut être sûr, en tant que citoyen, qu'il repose sur des avis, sur une expertise scientifique et voilà, avec un regard assez critique sur ce qui peut être présenté. Il y a des commissions parlementaires qui auditionnent des chercheurs, ça se voit. Mais en effet, si l'OPEX n'est pas sollicité, de plus en plus, on aura des questions politiques qui auront des connotations scientifiques, que ce soit la technologie ou la santé. Au-delà du médecin de campagne, je voudrais que le député de campagne soit au courant de ce que la science dit pour pouvoir voter correctement, en fait. Est-ce qu'ils passent des examens, les députés, pour voir s'ils comprennent un petit peu? Parce qu'il y en a quelques-uns. Madame Vonner était à un moment donné était députée. Christine Vonner. C'est Christine ou on s'en fout. Mais complotiste à mort, quoi. Elle comprenait rien, cette dame. Hein, je suis désolé. Donc, et elle votait. Et les autres, peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut être serein? Est-ce que le monde académique, c'est vous, hein, je ne veux pas important. Est-ce que vous avez des prises un petit peu sur comment le politique écoute ou n'écoute pas parce que votre job, c'est de produire des connaissances. Donc si les députés n'écoutent pas, c'est Martine. Salut. Vonner. Bon, dans quelle mesure, voilà, on est serein ou pas serein? Dans quelle mesure le transfert se fait vers les gens qui prennent des décisions au nom de tout le monde? C'est un peu le souci. On ne peut pas reprocher à un politique, alors voilà, en fonction de son parcours, voilà, si il y a des médecins politiques, on ne va pas reprocher à un médecin politique de ne pas avoir de compétences en géologie ou de choses comme ça. Voilà, c'est pas parce qu'on est élu qu'on a une omniscience et qu'on sait tout sur tout. Donc c'est normal qu'ils s'appuient sur des conseillers. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, comment ce consensus scientifique peut arriver jusqu'à eux. Pourquoi ils ne vont pas systématiquement le chercher? Est-ce que ce qui n'est pas véritablement préoccupant, c'est que sans même avoir conscience du consensus, sans avoir la connaissance du consensus, ne serait-ce que savoir comment fonctionnent les mécaniques d'un consensus. Quand je vois des gens qui sont ministres de l'Éducation et qui n'ont jamais touché une seule salle de classe, ça me préoccupe. Quand je vois des personnes qui sont ministres de la Santé et qui ne savent absolument pas comment fonctionne un consensus en santé, ça me préoccupe aussi. Donc est-ce que là, il n'y a pas même un problème de base qui est justement la professionnalisation de la politique au détriment même de la discipline qui est supposée être représentée par les politiques en question? Mais professionnaliser la politique, c'est quand même s'opposer au suffrage universel et à la démocratie. Ça veut dire que Monsieur Tout-le-Monde ne pourra plus se présenter aux élections. Là, il parlait des ministres, là, en l'occurrence. C'est un peu différent. Oui, moi, j'ai lu, il parlait des ministres. Mais vous avez raison, les ministres, typiquement, les ministres de la Santé ne sont pas toujours médecins. Oui. C'est le cas à l'heure actuelle. C'est précisément ce que... C'est le cas à l'heure actuelle. Voilà. Donc, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Il y a des gens qui disent que c'est un problème que ce soit un médecin parce qu'il a... D'abord, juge et partisan. Ouais. Il est jugé parti. Ça a été beaucoup reproché à certains d'entre eux, en particulier à Agnès Buzyn, par exemple, pour la gestion du Covid. Mais je ne sais pas si forcément c'est nécessaire qu'ils soient compétents dans le domaine. C'est nécessaire qu'ils aient une idée de comment l'acquérir, cette compétence. Et en principe, les députés et les commissions parlementaires, ils auditionnent des sachants et ils en écoutent beaucoup normalement. Et donc, c'est seulement à partir de là qu'ils doivent se forger leur opinion. Il ne faut pas qu'ils arrivent avec une opinion prédéfinie. Et on ne peut pas mettre un billet d'entrée avec il faut passer tel diplôme avant d'être élu, évidemment. C'est compliqué. Donc, sinon, vous niez le suffrage universel. Ça, c'est une option, mais ça n'engage que vous. J'ai pas dit que c'était ce que je voulais. On a eu une prix Nobel française. Madame Emmanuelle Charpentier, qu'on salue. Elle a écrit un livre dans la collection... chez H&O, là, sur le CRISPR-Cas9, donc c'est une chimiste. Donc c'est une dame qui travaille en Allemagne, qui a un prix Nobel. Les ministres français
on dit immédiatement « Oh, la France est un pays formidable, on a un prix Nobel », sauf qu'elle s'est barrée depuis plus de 20 ans, hein, et elle a dit « Moi, en France, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait ». Et ça pose la question parce qu'en France, c'est pour des raisons éthiques, sans doute, qu'elle n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait. Il y a des verrous. Dans quelle mesure ça pose problème ou pas? Est-ce que, sans la juger, elle, il y a visiblement un problème de sensibilité sur ce qu'on autorise et ce qu'on n'autorise pas. Mais si on ne l'autorise pas et qu'après on se félicite qu'elle ait reçu le prix, là il y a une incohérence générale, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Qu'est-ce que ce cas nous dit, Madame Pourrez? Alors, le cas de ce prix Nobel, donc en fait, c'est comme le CRISPR-9, c'est comme un ciseau qui permet de couper l'ADN. Donc, on pourrait retirer la partie de l'ADN qui est problématique et le remplacer par une partie sans problème. Voilà. Oui. Et donc, effectivement, elle a eu le prix. Alors, elle n'était pas seule, hein, elles étaient deux chercheurs. Mais elle n'a pas pu réaliser ses travaux en France parce que la bioéthique ne permet pas en France. Alors, moi, je suis habitée par ces convictions bioéthiques aussi. Voilà, on ne touche pas au génome humain. Et c'est vrai que ce prix m'a posé question parce que je me suis dit, voilà, cocorico, on a un prix Nobel, mais pour autant, elle n'avait pas le droit de faire ses travaux en France. Après, l'utilisation qui va être faite de ce ciseau génétique peut effectivement apporter certaines solutions à certaines pathologies, mais toujours avec... le problème, ça va être... Sachant qu'on est humain, quelles limites on va donner à l'utilisation de ce ciseau génétique? Moi, c'est ça qui m'a interpellée. Donc c'est une technologie qui peut apporter des réponses aux maladies génétiques, les maladies orphelines, les maladies rares, où on a accès directement au génome qu'on peut modifier. Donc ça ouvre plein d'espoir pour plein de malades, notamment les plus jeunes, parce que souvent c'est les enfants qui meurent de ces maladies-là. Donc, mais comme vous dites, le problème c'est qu'une fois qu'on s'autorise à modifier le génome humain, il faut légiférer derrière, parce que sinon... et notamment c'est en Chine, j'ai pas le nom du chercheur, mais qui avait été jusqu'à modifier le génome. Alors je ne sais pas si c'était d'embryons, de fœtus ou d'enfants en bas âge, je n'ai pas vérifié. Bon, lui, il a été condamné dans son pays, je crois. Oui, parce que c'est interdit par une convention internationale, ouais. Voilà. La convention d'Oviedo. Et donc, justement, vous posiez tout à l'heure le problème des garde-fous législatifs. Donc ça, ce n'est pas une loi au sens propre, mais en tout cas, les gens qui s'intéressent à ça et au génie génétique, ils ont dit, là, stop, c'est une limite qu'on ne doit pas franchir. Et donc le Chinois, dans son coin, il l'a fait tout seul pour la bonne cause. Pour la science. Pour ne pas transmettre le sida, pour que les parents ne se transmettent pas le sida à leurs enfants. L'idée, elle est louable. Le moyen, en revanche, il est un peu discutable et il a été mis au banc de la communauté. Hein. Donc ça montre bien que la société décide de ce qui est acceptable. Et donc on ne fait pas de la science dans le vide. Et le consensus, on a déjà un peu évoqué, il y a toujours une part de responsabilité, d'éthique. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas chercher juste parce que la question se pose. Surtout en médecine, mais pas que. Dans quelle mesure ce consensus-là, il peut être objectif si on décide politiquement, là où quand Newton donne sa loi de la gravitation, il n'a pas demandé à être autorisé à le faire avant. Oui. Aujourd'hui, on se dit, mince, les scientifiques, ils doivent faire attention, il y a plein de règlements, on ne les laisse pas tranquilles. C'est normal qu'on ne trouve plus rien, puisqu'on leur interdit de chercher. Comment on répond à ça? C'est pas forcément une interdiction de chercher. Il y a Hans Jonas dans les années 70 qui invitait au principe de responsabilité, c'est-à-dire à inviter les chercheurs à penser aux conséquences des découvertes qu'ils pouvaient faire. Et c'est vrai que c'est la question... c'est pour ça que ce prix Nobel m'avait intéressée, parce que voilà, j'ai pensé à ça, aux conséquences que pouvait avoir cette découverte, je ne sais pas si on peut parler de technique, oui. Cette technique. Et voilà, jusqu'où on peut aller dans la déviance de l'utilisation de cet outil. C'est un sujet en soi, hein. Le CRISPR-Cas9, il était question qu'on fasse une émission dessus un jour. Pour tout scientifique, voilà, il y a une invitation quand même à penser aux conséquences de sa recherche. Typiquement, je vais revenir un petit coup sur mon vieux Gadidier. Le vieux Gadidier, là, il y a plein de papiers qui sont rétractés parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de l'éthique.
Et du coup, on a des gens qui ne comprennent pas que, enfin, si ils produisent des données, qu'elles sont vraies et que ça produit de la connaissance, pourquoi est-ce qu'on leur tape sur les doigts parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de tel comité de faire ceci ou de faire cela puisque c'est vrai, ce qu'on produit, c'est ça qui compte. C'est pas comme on ah bah non, parce que quand vous jouez à un jeu, vous respectez les règles, sinon c'est tricher. Et donc, si tout le monde se met à tricher, ça va être la catastrophe. Il faut respecter un minimum de règles. Les règles qui encadrent la recherche, il n'y a pas que CRISPR-Cas9, enfin, la loi Hurier et les comités de protection des personnes, ils sont là pour protéger les personnes, pour empêcher les gens de faire n'importe quoi, pour éviter que les gens donnent des médicaments dangereux à des patients. Et donc, on ne peut pas dire que ça... Enfin, ça limite la recherche, de fait, mais c'est la limite dans un souci de sécurité. Et manipuler le génome, ben pour l'instant, ça paraît receler un certain nombre d'inquiétudes, et les gens, ils se sont dit, ça, on ne fait pas. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Je reprends l'exemple du scandale de Tugueski. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis, dans l'État de Floride, sur la communauté noire de Floride, enfin une partie de la communauté noire de Floride atteinte par la syphilis. L'étude, en fait, cherchait à démontrer, enfin à voir l'évolution de la syphilis sur ces patients-là, sachant qu'un traitement existait. Donc le choix a été délibérément fait de ne pas traiter cette population pour avoir plus de connaissances sur le développement de la syphilis. Donc là, éthiquement parlant, ce n'est pas acceptable. Oui, là quand même. Je rappelle que lorsque on teste un nouveau traitement, c'est pas traitement contre rien. On soigne les malades avec ce qui est en cours, et ce qui est au top du top, et puis l'autre, on teste ce qu'on a découvert. Donc, parce que ce brave Didier, il dit l'inverse. Il dit que quand on teste, en face, on met rien. Il ne comprend même pas ça. C'est terrible. Même dans les sciences... Non, il a raison. Quand on teste un médicament, en face, on met rien. Parce que si on était certain que le médicament soit efficace, on ne le testerait pas. Le groupe contrôle, c'est un groupe qui reçoit le traitement nominal en place. Le groupe contrôle, il reçoit ce qu'on appelle un placebo. Mais c'est normal parce que le groupe qui reçoit le traitement, ce n'est pas encore un traitement, c'est peut-être quelque chose qui est dangereux. Et je peux vous citer un nombre d'études où les patients dans le groupe contrôle, ils survivent. Ceux qui n'ont rien reçu, ils survivent plus que ceux qui ont reçu un traitement, parce que le traitement s'avère nocif. Si on veut tester une maladie contre un cancer sur laquelle il y a déjà une chimio en place, on ne va pas mettre un groupe avec la nouvelle molécule et un groupe avec rien. On leur donne l'ancien traitement. Bien sûr. C'est ça que je dis. On leur donne ce qu'on appelle maintenant le standard of care. Le standard of care, c'est ça que je voulais dire. C'est une fois que le standard ne fonctionne plus qu'on peut leur proposer éventuellement une étude. Alors, pour sauter un peu du médical, en psychologie, il y a eu plein d'études qui ont étudié un peu les croyances des gens. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus les refaire. Il y a des manips où on injecte des faux souvenirs à des personnes, par exemple, pour voir un peu est-ce qu'ils vont y croire ou pas. Et c'était il y a 40, 50 ans. Et aujourd'hui, les gens qui veulent étudier ces mêmes phénomènes, les communautés leur disent non, c'est pas éthique de faire croire à quelqu'un des choses pas vraies sur son parcours de vie. Et du coup, alors moi je me demande, moi qui ne suis pas du tout dans le domaine, mince, on empêche des gens de faire des découvertes. Est-ce que c'est normal d'avoir ces règlements, ces empêchements de chercher dans telle ou telle zone du cerveau? Si on respecte le vivant et les individus, oui, on ne va pas sacrifier des personnes pour obtenir une connaissance. C'est ce qu'on fait tous les jours quand on sacrifie des souris pour produire des molécules. Il y a un choix qui est fait. Les souris sont pas... Enfin, je vais faire une défense d'expérimentation animale. Voilà, c'est pas, on ne prend pas plein de souris au hasard. C'est des souris qui sont... Alors, il faut justifier du nombre de souris qu'on va utiliser, etc. Réduire, raffiner, remplacer. Voilà, c'est ça. Le raffinement animal aujourd'hui n'a rien à voir. Alors, je ne dis pas, il y a des décennies, c'était peut-être catastrophique, mais aujourd'hui, quand on va dans une animalerie, moi je me suis dit, j'aimerais bien que ça se passe pareil dans les hôpitaux. Enfin, tellement c'était c'est encadré. Mais voilà, on va dire que c'est dans chaque animalerie, c'est comme ça. La question, ce qui était naïf de ma part, c'est est-ce que ces règles éthiques empêchent la recherche parce que ça ne force pas les chercheurs à améliorer leur méthode? C'est peut-être ça qui se passe, c'est que quand on est plus exigeant, du coup, on se met à réfléchir 3 ou 4 fois au protocole pour remplacer un protocole immédiat qui donnait des réponses peut-être faciles pour faire autrement sans que ça empêche d'avancer malgré tout.
Oui, tout à fait. Ça peut contourner l'obstacle qui a été mis par la loi. Et on essaye de raffiner le protocole. Et s'il y a une question que je vais pas poser et que j'aurais dû vous poser, après on va tendre le micro aux gens pour qu'ils arrivent. Vous avez évoqué, je ne sais pas si vous voulez, sur les climatologues, vous voulez en dire deux mots ou est-ce qu'on passe à autre chose? Parce que peut-être que vous allez fâcher des gens. Ce que vous avez dit, c'est... Non, justement, je ne vais pas polémiquer à cette heure de la soirée. Vous n'avez pas évoqué quelque chose qui est que celui qui a le pouvoir, le prix Nobel a toujours raison. Donc celui qui a le pouvoir va influencer le consensus de façon forte, voire il va faire complètement déraper la science à cause de sa notoriété. Et ça c'est un problème majeur. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez peut-être, mais que tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est Alexis Carrel. Alexis Carrel, il est prix Nobel de médecine. Donc quand même quelqu'un qui a un niveau. Il est chirurgien vasculaire, il a fait progresser de façon phénoménale la chirurgie vasculaire. On est au début du XXe siècle. Et Alexis Carrel, du haut de son prix Nobel, il va complètement déraper en écrivant un bouquin dans les années 30 qui dit que la société est en perdition et que parce que les gens gagnent trop d'argent, ils sont ramollis, et que maintenant, il va falloir sélectionner des gens pour remonter la société et rénover cette société. Et comment on va sélectionner les gens? On va prendre les plus intelligents et les meilleurs, et on va sacrifier tous les gens qui ne sont pas corrects. Et en 1935, il fait l'apologie du nazisme et de l'eugénisme. Et donc Alexis Carrel, à cette époque-là, tout le monde le regarde comme ça, plutôt bien, parce qu'il est prix Nobel. Et il faudra attendre une quinzaine, voire une vingtaine d'années pour que les gens se disent mais il a complètement dérapé et il faut urgemment remettre en cause ce qu'il a dit sur l'eugénisme. Et dans les années 40, il y avait plein de rues Alexis Carrel. Alexis Carrel, il est lyonnais et il y avait une faculté de médecine qui portait son nom et qui a été débaptisée dans les années 90. Donc il faut faire attention. Alors vous allez me dire, il y a un effet Raoult un peu quand même. Il faut faire attention à ce que dit le gourou, quoi, parce que de temps en temps, le gourou dérape complètement, quoi. Est-ce que ce serait possible de développer le concept de pouvoir? Vous avez parlé du fait qu'il avait du pouvoir, cet homme, pouvoir politique, symbolique, social? Pouvoir symbolique, parce que prix Nobel, quand même à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez important. On ne peut pas dire que les prix Nobel français, ça pleuvait. Donc il avait une reconnaissance de sa profession. Il avait une reconnaissance qui était tout à fait justifiée. Mais à partir de cette reconnaissance, il a complètement dérapé sur autre chose. Et il a utilisé le prestige que lui donnait son prix Nobel pour imposer des idées, pour proposer des idées qui ont eu une certaine vogue entre la période 35-45 et avant que les gens se disent mais il est complètement délirant, quoi. Un autre exemple que je peux donner par rapport au pouvoir et à un prix Nobel, alors je suis honnête, j'ai oublié le nom de l'économiste, j'ai pas sorti mon smartphone pour le chercher en cachette. L'économiste, le prix Nobel d'économie dans les années 70 me semble-t-il, qui a mis en avant qu'il fallait tout faire pour préserver, pour ce qui comptait dans la gestion d'une entreprise et de la production, c'était le profit immédiat. Et en fait, voilà, toute notre économie s'est un peu battue là-dessus, et on est seulement, ça a seulement été remis en question quelques décennies plus tard, et aujourd'hui seulement on commence à penser les choses autrement. Mais c'est le pouvoir de cette théorie a été, tout le monde était satisfait, les actionnaires forcément étaient les premiers satisfaits, donc là on n'allait pas chercher à contredire un prix Nobel d'économie, malgré toutes les conséquences sociales que cette théorie a eues. Alors j'ai une question. Ne répondez pas forcément, parce que peut-être que... Faut-il abolir les prix Nobel? Parce que ça envoie un signal, une image de ce que c'est quelque chose, de comment marche la science, qui est vraiment très très éloignée de comment ça marche en vrai. C'est jamais un type... Voilà, c'est un mec qui a résolu l'énigme. C'est quelqu'un qui reçoit le prix parce qu'il est assis sur 40 ans de discipline avec plein de gens autour. Alors peut-être qu'il est génial, enfin globalement, il n'a pas fait ça tout seul. Et donc ça donne l'image que l'histoire est faite par des grands hommes. Et que la science est faite par des grands hommes. Alors il y en a, mais enfin ils sont rares.
Et la plupart de ceux qu'on distingue avec des prix ou des médailles, ils sont doués pour les réclamer, plus qu'autre chose peut-être. Je suis méchant, donc si vous voulez pas répondre, on passe et je me tourne dans le public pour avoir des... C'est pas méchant, c'est provocateur. Oui, un peu, oui. Mais pourquoi pas? Je pense que le prix Nobel, ça correspondait au début du XXe siècle, où on pensait effectivement que la science était faite par les grands hommes. C'est sûrement beaucoup, beaucoup moins vrai en 2024. Il n'y a pas seulement 40 ans de recherche derrière celui qui a le prix Nobel, il y a surtout les 50 types de son laboratoire, oui. et qui parfois ont fait 80% de la recherche. Pour autant, celui qui dirige le labo, il a les idées, il a les bras qui mettent en œuvre ses idées, mais c'est souvent lui qui a les idées. Donc c'est une question qui reste ouverte, c'est pas facile de répondre. Je n'ai pas la réponse. Alexandre, notre président, va prendre l'un des micros des invités. Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez vous installer, on va écarter le pupitre et vous mettre là. Et pendant que vous vous décidez à vous lever, à vous mettre en rang là pour poser vos questions, des questions. Je vous annonce que le 18 avril, il y aura un tronche est à vous sur la crise de la reproductibilité. Vous pouvez prendre la parole, venez prendre la parole pour nous parler de est-ce que dans votre discipline, il y a une crise ou pas, parce que ça se discute. Le 23 avril, je reçois M. Jacques Robert, professeur de cancérologie, qui a écrit un livre que je n'ai pas là, Imposture en cancérologie. Vous allez voir que ça pose des problèmes, les impostures. Et puis on sera à Toulouse avec VLED, le 27 avril, et il y aura un tronche en live sur les épidémiologistes, savent-ils ce qu'ils font? On va revenir un peu sur cette question de est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est de la médecine ou pas? Et est-ce que la prochaine fois, on saura qui on peut écouter ou pas écouter? Et pendant que je finissais cette phrase, je me tourne, et là j'ai plein de gens qui font la queue pour poser des questions, et ça me remplit d'allégresse. Donc installez-vous là où Alexandre se tient, et vous pourrez poser vos questions. Voilà. Vous vous présentez et vous posez votre question. Allez. Bonjour. Alors, hop, la caméra est là. Voilà. Déjà, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. En plus, moi, je suis étudiant en géologie, donc on a beaucoup parlé de ma science. Alors, moi, je voulais poser une question sur... justement, vous avez parlé des enjeux de pouvoir. Et en fait, ce dont se nourrissent notamment les charlatans, c'est la reconnaissance. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme, par exemple, le ministère de l'économie avec la DGCCRF, une forme de jeter l'opprobre en fait sur ceux qui font de la mauvaise science et qui, mais voilà, par un organe d'État en fait. Est-ce que vous imaginez ce genre de, tout comme par exemple avec vous qui êtes médecin, l'ordre des médecins fait ça, ceux qui ont dérapé sont radiés. Est-ce qu'il faut un ordre de la recherche? Vous avez 4 heures. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Alors, j'allais vous demander ce que vous entendiez par jeter l'opprobre. Donc, la formule est, en tout cas, remettre en question. Remettre en cause du type voilà. Ce que fait l'ordre des médecins, le blâme, voire l'interdiction. Alors, c'est vrai pour un ordre professionnel comme les médecins, mais par exemple, vous êtes géologue. Alors, est-ce qu'il y a un ordre des géologues? En partie. Enfin, il y a la Société géologique de France, en tout cas, qui émet des avis. Il y a des... Mais elle pourrait dire tel géologue ne peut plus travailler? Je ne pense pas qu'on puisse dédiplômer quelqu'un, mais par exemple, quand j'ai cité la DGCCRF, par exemple, la DGCCRF, quand elle voit qu'une entreprise fait des pratiques illégales du point de vue du droit, elle va dire « j'enjoins telle entreprise à arrêter, j'enjoins telle entreprise à respecter les règles, et j'ai mis une amende de 130 000 € à telle entreprise pour tel fait ». Et donc, je vois mal la transposition avec un géologue, par exemple, ou la question, c'est justement, un sociologue. Est-ce que c'est possible d'avoir des sanctions académiques pour... et c'est peut-être plus pour... parce que on a les mauvais comportements. Si un chercheur maltraite son doctorant, tant qu'il ne viole pas la loi, c'est compliqué. Parce qu'on a quand même mis en place des systèmes d'éthique pour surveiller un petit peu comment les gens se comportent dans le laboratoire. Donc il y a des commissions par rapport à ça. Est-ce que sur la manière dont les gens violent le consensus, puisque c'est le sujet, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les mêmes organes? Il y a déjà eu des... je suis en train de... C'était quelque chose qui avait été médiatisé il n'y a pas si longtemps que ça. Je me souviens juste que c'était un chercheur rattaché je crois que c'était au CNRS. Et en fait, le CNRS avait dit attention, ce n'est pas le chercheur qui parle, c'est l'individu. Et on l'avait invité à faire la part des choses entre ce qu'il disait. Sans doute Laurent Micheli, voilà, qui avait, oui, sociologue, qui avait pas, voilà, qui avait pas de.
Il n'y avait pas de lien avec une position disciplinaire. Ils ont mis 2 ans à le faire, Oui, et puis c'était vachement faible, et ça n'a rien changé. Et le monsieur est toujours payé avec l'argent public à aller sur France Soir. Bref. Donc c'est pas hyper efficace. Au minimum, c'est pas efficace. Bonjour public, bonjour. J'aurais voulu savoir comment moi, James, simple utilisateur de l'Internet, je peux accéder au consensus pour savoir quelle est la vérité sur un sujet. Je sais lire des études, je sais écouter de la vulgarisation, mais comment je sais si un truc est fait consensus ou pas? Je pense que c'est hyper difficile, parce que moi, quand je cherche sur Internet dans des disciplines qui ne sont pas la mienne, j'ai beaucoup de mal à savoir qui est l'autorité et qui raconte n'importe quoi. C'est ce que vous posez, c'est une question extrêmement difficile. C'est ce que j'essaye d'enseigner aux jeunes, à mes internes en médecine. C'est faire une recherche sur Internet maintenant, c'est extrêmement complexe, et surtout, ne croyez pas la première page que vous lisez. Essayez de vérifier la validité et la force des sources. Et ça, dans un domaine que vous ne connaissez pas, c'est hyper difficile. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à essayer de trouver différents points de vue. Moi, par exemple, si je vais chercher quelque chose sur un sujet, je vais m'intéresser déjà à la représentation qu'il peut y en avoir dans la société. Et donc, essayer de comprendre les différentes interprétations que le public peut en avoir. Et déjà, là, ça peut vous donner une mise en perspective de ce qui est présenté. Après, vous le confrontez à une publication scientifique. Après, voilà, ça demande du temps, du travail, mais vous pouvez essayer de faire la part des choses comme ça, en comprenant déjà les différentes réceptions qui sont faites au niveau du public par rapport à une publication scientifique. Et si vous avez de la chance et qu'on vous répond, vous écrivez à la Société savante expert du domaine. Vous trouvez un chercheur dont c'est le vrai métier sur Twitter ou ailleurs, et vous en trouvez 2. Si possible, vous regardez, quand on ne peut pas bosser ensemble, et vous leur posez la question. Et s'ils ont un peu de temps dans leur premier chargé, ils vous répondent en 2 mots, en vous envoyant un lien, parce que c'est eux qui sont payés pour savoir, en fait. Mais en dehors de ça, c'est compliqué. Et de plus en plus, voilà, on est tourné vers la science ouverte, donc le public ne doit pas plus avoir à payer 50 € pour pouvoir acheter tel numéro de telle revue. Normalement, ces publications, on est invité à faire une publication ouverte. On n'y est pas encore, mais SCI-Hub. Il y a quand même une évolution. Je n'ai pas le droit de vous parler de SCI-Hub parce que c'est illégal et le FBI recherche Madame. C'est quoi son nom, cette brave dame qui a créé ça? Je ne me rappelle jamais. Bref, SCI-HUB, et il faut utiliser un VPN. Et là, vous avez accès à un piratage des bibliothèques universitaires américaines. Et c'est totalement illégal, et donc je ne vous en ai pas parlé. Et sinon, vous pouvez, autre solution, c'est participer, être à l'origine d'une problématique de recherche, en faisant de la recherche participative. Non, vous partagez votre question aux chercheurs pour en faire une recherche collective. Donc en fait, c'est vous qui allez apporter la problématique et vous allez participer à la recherche. Comment on initie ça? Alors moi, c'est ce que je fais sur le chlordécone. Donc là, c'est sur la contamination de la viande bovine en Guadeloupe par le chlordécone. En gros, le chlordécone, c'est le pesticide qui a été balancé sur les bananiers, qui a contaminé non seulement les ouvriers qui travaillaient dans les bananeraies, mais aussi le sol, et donc par infiltration, la nappe phréatique. Enfin bref, on est arrivé à une pollution assez monumentale et malheureusement extraordinaire. Et la population doit vivre avec cette pollution. Donc l'État finance quand même de la recherche depuis un peu plus de 20 ans. Donc on arrive à avoir aujourd'hui des connaissances scientifiques assez précises, mais qui sont toujours en cours. Enfin voilà, c'est pas du tout une question résolue.
Et donc là, on sait aujourd'hui, enfin des chercheurs de l'ENSAIA notamment, ont déterminé comment on pouvait décontaminer une vache qui aurait brouté dans une terre contaminée. Donc la vache, vu qu'elle broute quelque chose de contaminé, est elle-même contaminée. Et donc on sait aujourd'hui le temps qu'il faut pour décontaminer cette vache et comment on décontamine la vache. Donc ça va si vous allez acheter votre steak chez un boucher. C'est-à-dire si le steak provient d'un éleveur officiel, officiel, qui suit toute la démarche officielle. Sauf que des citoyens se sont dit, ici, c'est pas forcément comme ça qu'on achète son steak. On va aller sous le manguier et puis on va acheter une partie de vache qu'a abattu le voisin, par solidarité, parce qu'il le fait pour avoir de l'argent, pour ceci, pour cela. Du coup, la traçabilité, elle disparaît. Et du coup, le problème, c'est que du coup, comment on fait pour décontaminer comment on fait pour s'assurer que la population n'est pas contaminée par cette viande qui est achetée de façon illégale et abattue de façon illégale. Donc, on a mené une recherche. Enfin, c'est pas dire la population, c'est des citoyens, une association qui a mis en avant cette problématique. Donc c'est une asso qui pose des questions. C'est une association. Il faut quand même, c'est pas un citoyen tout seul qui cogne à la porte. Bonjour, j'ai une question. Oui, c'est ça. D'accord. Bon. Donc créer une asso pour chaque question. On a partagé cette problématique. J'ai cherché un financement à l'aide d'autres chercheurs. On a obtenu un financement et maintenant c'est une recherche participative qui démarre avec les personnes. On passe à la suite. Une nouvelle question, bonjour. Bonjour. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut croire les recherches sur l'innocuité qui sont faites sur les produits par les entreprises privées? Parce que les entreprises privées, quand elles font une recherche sur la sécurité liée à un produit, elles ont un conflit d'intérêt parce qu'elles ont besoin que leur recherche aboutisse à un résultat positif et que leur produit soit commercialisable. Et donc... Quid des conflits d'intérêt? Je vais répondre sur le domaine de la santé, mais je ne suis pas sûr que ça soit vrai sur le domaine de la cosmétique, par exemple. Dans le domaine de la santé... pour développer un médicament, ça coûte des millions et des millions. Et donc, celui qui développe ces médicaments, il n'a qu'une seule envie, c'est de le vendre, le médicament. Et si jamais il n'est pas capable de détecter un effet secondaire qui va se produire, il va ruiner 10 ans de recherche de son labo. Donc, croyez-moi, les gens qui vendent des médicaments, ils ont tout intérêt, leur intérêt financier direct, c'est de prouver l'innocuité de leurs médicaments. S'ils réfléchissent à moyen et long terme, mais s'ils réfléchissent à court terme et au profit qu'ils auront de la saison prochaine, on a bien vu des gens qui se coûtaient un peu de ça. Oh non, ça je ne crois pas, parce qu'il y a des médicaments qui sont stoppés en plein développement, alors qu'ils ont déjà dépensé des millions de dollars, et qui sont stoppés pour un effet secondaire grave. Quoi. Bon. Donc a priori... L'intérêt même de celui qui finance, c'est de ne pas se tromper. Pour le médicament. Pour le médicament. Parce que là, par exemple, la toxicité des cosmétiques, c'est beaucoup moins vrai. Si on prend l'exemple des PFAS de tout à l'heure, on a eu des décennies avant qu'on se pose la question et qu'on commence à avoir des résultats vraiment... Ça, c'est pas un médicament. Enfin, qu'on ait des résultats, je ne sais même pas si on a des résultats dessus et s'il y a un consensus qui se construit. Sur le tabac, c'était une longue guerre. Mais la question, il faut toujours la poser. C'est pas complètement un médicament. Non, mais c'est un produit. C'est un produit qui génère un profit. Certes, donc c'est lié à la santé. Ah oui, mais là on change complètement. Je vous ai répondu pour le médicament. D'accord. Ah oui, c'était une question générale. On change complètement de paradigme parce qu'effectivement, celui qui vend du tabac, évidemment qu'il n'a pas intérêt du tout. Il y a même des lobbies qui se construisent pour continuer à vendre du tabac, parce que sinon il est mort. Du coup, il passe à la vapoteuse. Je peux vous donner un autre exemple, celui du graphène. Donc alors je ne suis pas physicienne, mais si j'ai bien compris, c'est une monocouche de carbone qui avait été vue comme un potentiel technologique grâce à je crois que c'était un matériau qui avait une très bonne conductibilité, qui était léger. On l'a imaginé avec plein d'applications possibles. Et je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il y a eu des travaux dès le début qui ont été faits par rapport au danger potentiel que cela pouvait représenter. Donc si ce n'est pas développé aujourd'hui, peut-être que c'est que les résultats n'ont pas été bons et que ça a stoppé les applications. Merci pour la question. Question suivante. On n'a que des messieurs ce soir qui posent des questions. Bonsoir. Je vois.
Alors, la question est un peu particulière. On a vu que les consensus en sciences sont assez compliqués à remettre en cause. Mandax a notamment parlé tout à l'heure de la théorie d'évolution et de comme quoi, si on trouve un élément qui va aller à l'encontre, ça ne va pas forcément remettre en cause toute la théorie. Vous parliez aussi à un moment, peut-être un peu avant l'émission, de si je vais essayer de faire de la recherche qui va contre le consensus établi, ça va être compliqué d'avoir des moyens, de trouver des gens qui vont me suivre, etc. Je crois que c'est Popper qui disait que en science, une idée qui n'est pas réfutable n'est pas réellement scientifique. Du coup, tout ce qui est consensus, est-ce qu'on peut vraiment avoir un consensus scientifique si c'est quelque chose qui est si dur que ça à attaquer ou à remettre en cause? Voilà. Est-ce que ça n'est pas dogmatique, la science? Une fois que ça fait longtemps qu'on sait que c'est vrai, du coup, on ne va plus chercher à financer des travaux qui montreraient que ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée qu'on se fait sur la science? Mais c'est à ça que sert la recherche, à mettre en cause et à challenger la science pour la faire avancer. Et le vrai scientifique, c'est celui qui doute tout le temps de la véracité de ce qui a été établi hier. Alors, ce que dit monsieur, c'est vrai, c'est que parfois c'est compliqué de financer pour aller contre le consensus. N'empêche que la motivation individuelle, celui qui peut casser le consensus, son nom va rester dans l'histoire. Donc ça contrebalance peut-être. Mais ça contrebalance un peu. Et puis quand on cherche un financement pour établir quelque chose, il est parti où là Oui. Voilà. Quand on cherche un financement pour établir quelque chose, on peut trouver exactement l'opposé de ce qu'on cherche. Les vrais scientifiques, en tout cas, alors, ce que je dis suppose qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt dans le résultat de la recherche. Oui. Parce qu'effectivement, si je dois vendre le contenu, peut-être que ça va me freiner. Mais vous développez un protocole pour tester l'efficacité d'une stratégie, et en fait, vous trouvez le contraire. Eh ben, ça n'empêche qu'il faut arriver à cette vérité, et ça va challenger ce qui était considéré hier comme de la science. Donc c'est un perpétuel mouvement, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, là, quand il m'a posé la question de qu'est-ce qui manquait dans la définition du consensus, la temporalité et le consensus, il est vrai à l'instant T, et demain, peut-être qu'il sera plus vrai, quoi. C'est en ce sens-là qu'il ne faut pas abolir le consensus, mais il faut le regarder de façon critique. Il y a un chercheur dont j'ai oublié le nom qui a été payé par les pétroliers pour contredire le consensus sur l'importance de la combustion sur le climat, etc. Il a pris l'argent, il a prouvé qu'ils avaient tort. Donc le mec est un héros. Je ne sais pas si tout le monde ferait comme ça, mais de manière générale, les gens qui font ce métier-là, c'est pas les plus avares, ils ont plus un ego porté sur démontrer une vérité que pour se faire du pognon de manière générale. Donc c'est pas une population qu'on peut suspecter d'être très corruptible. Par contre, il y a beaucoup d'ego. Partir du principe que les chercheurs sont malhonnêtes, c'est pas un bon calcul. Penser qu'ils sont toujours honnêtes non plus. Et donc ma réponse, ça dépend, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant ce que j'ai raconté, hein. Voilà. Merci pour la question. Vous évoquez Popper. Pour moi, c'est comme si on évoquait une théorie que je vous invite à mettre en perspective avec des théories qui ont suivi. Et c'est pas, quand on lit différents auteurs dans l'histoire des sciences, chaque théoricien ne détient pas une vérité, c'est une perception qu'il faut recontextualiser au moment où elle a été émise et s'intéresser à ce par quoi elle a été démantelée après. Merci bien. Une nouvelle question. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir parlé des sciences participatives. Donc, je voulais savoir comment les sciences participatives pourraient renforcer les consensus tout en pensant aux considérations éthiques en lien avec la démarche et ensuite influencer tout ce qui va être politique, environnementale, santé, éducation, etc., etc. On peut rappeler, est-ce qu'il y a une définition des sciences participatives? Oui, alors il y a les sciences citoyennes, par exemple. Les sciences citoyennes, c'est si vous aimez aller vous promener dans la nature et que vous voulez participer à un projet de recherche qui va recenser, je ne sais pas moi, toutes les fleurs qui poussent sur les trottoirs en ville. Donc là, vous allez faire de la science citoyenne en envoyant la photo directement sur le lien de l'équipe de recherche qui va se servir des citoyens comme collecteurs de données. Ensuite, vous avez la science collaborative.
Donc là, on va demander, c'est des chercheurs qui établissent la problématique de recherche et qui vont demander à la société civile de collaborer avec le programme de recherche. Alors que la recherche participative, la problématique est co-construite avec la société civile. Et donc, les citoyens vont aussi participer à la recherche. Alors, du coup, j'ai perdu le fil de votre question. Alors, comment cette recherche, ou cette science, selon le terme, va pouvoir... Du coup, c'est vrai que c'est une recherche qui est très intéressante parce que là, on a pu à se poser le question rapport science-société. Vu qu'en fait, la problématique émane directement de la société civile. Donc je pense que c'est en ça que ça peut faire évoluer les choses et l'appropriation par la société des enjeux scientifiques. Très bien, merci. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'avais une question à propos de plutôt comment la sociologie des sciences, c'est-à-dire la sociologie des scientifiques, entretenait aussi cette difficulté à obtenir parfois un consensus, et que c'était en fait des mécanismes qui pouvaient être retrouvés pas que dans les domaines des sciences. Typiquement, la querelle des anciens et des modernes, on la retrouve notamment dans les arts, mais aussi en sciences. Et qu'en fait, la science, elle n'est pas hors sol, et elle est faite en fait avec des humains qui ont des biais et des problèmes. Et c'est un peu le problème qu'on trouve avec les liens de pouvoir qu'il y a avec les gens qui ont du prestige. Et en fait, comment en fait peut-être l'étude de la sociologie dans les sciences, et comment on pourrait rendre plus présentes ces études-là pour remettre aussi en question la science en elle-même, quoi. Enfin, les gens qui la produisent. Vaste question. Alors je vais revenir à Alexis Carrel, parce que il y a une scientifique de Harvard qui a dit que justement les théories de l'eugénisme au début du XXe siècle, enfin on va dire de 1920 à 1940, avaient été favorisées par le fait qu'elles émanaient d'hommes blancs. Et que, 1, s'il y a eu plus de femmes, 2, s'il y a eu plus de représentation raciale, les regards auraient été suffisamment diverses pour peut-être s'aborder d'emblée cette théorie, alors que le fait que tous les chercheurs appartenaient à la même catégorie sociale a fait que ça manquait complètement de pluralité et qu'on n'avait qu'un seul angle, et les gens se sont fourvoyés en partie à cause de ça. Et elle appelait à une pluralité des chercheurs, et vous avez raison, la sociologie des chercheurs influence probablement leurs résultats. Donc, plus on est nombreux à avoir des points de vue différents au départ, plus on a de chances que le résultat de la délibération soit plus proche d'une vérité entre guillemets, quoi. Et même dans le choix des problématiques scientifiques, j'ai discuté avec une jeune médecin dernièrement qui s'intéresse à l'influence du cycle menstruel sur certaines pathologies, sur le vécu de certaines pathologies chroniques. Chose qui qui paraît évidente pour les patients souffrant de cette pathologie, mais qui n'a pas encore été explorée médicalement. Donc oui, la sociologie, alors si on reste ça c'est un exemple pour le domaine médical, mais dans d'autres disciplines, la façon dont les chercheurs vivent entre eux influence aussi l'élaboration de problématiques. Oui, il peut y avoir aussi des enjeux de pouvoir, de positionnement au sein d'une équipe, et tout ça, bien sûr, participe à l'élaboration d'un choix de problématiques scientifiques. On a 2 minutes 30 pour la dernière question. Je voulais juste rebondir sur une question de quel outil on peut avoir pour avoir un consensus facilement. Il y a un outil d'IA qui s'appelle Consensus. Je ne suis pas payé par ce site. C'est en première intention, quand on ne connaît pas le domaine. C'est très bien. C'est un outil où on pose une question qui peut se répondre par oui ou par non. Et en fait, il va permettre de générer justement un pourcentage de consensus s'il y a suffisamment de références disponibles. Et en fait, il ne va pas générer un texte à partir de la bibliographie disponible. Il peut faire une petite synthèse à partir de ça. Mais surtout, il va trier un certain nombre de papiers,
indiquer comment les données ont été obtenues. Donc c'est assez transparent, on va dire. Mais en première intention, ça peut être un bon outil. Merci. Donc on mettra le lien. Rappelez-moi dans le commentaire que j'ai oublié de mettre le lien. Et comme ça, je le rajouterai. .app. Et enfin. Du coup, rebonsoir. Deuxième tour. Une question peut-être un peu plus large. Pourquoi on a alors peut-être pas beaucoup, mais on a quand même du mal aujourd'hui dans notre société à faire accepter parfois le consensus scientifique à une partie des gens, alors qu'il peut être parfois faible, mais parfois non négligeable. On pense à l'homéopathie, on pense aux antivax, qui ont du mal à accepter, qui n'acceptent pas le consensus scientifique. Pourquoi on a du mal à faire propager ce consensus aujourd'hui? La question est vaste, mais... Alors là, je pense qu'il nous faudra une deuxième soirée pour répondre à ces questions. On peut trouver l'origine, notamment dans la défiance du public par rapport à si on reste sur les questions sanitaires, encore une fois, il faut recontextualiser. Si on prend l'exemple du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté pile poil le long de nos frontières. Mais c'est pareil, il y a plus ou moins une légende, parce que ça n'a jamais été dit comme ça. Non. Donc c'est compliqué. Si on prend l'exemple de scandales sanitaires, on peut comprendre cette défiance du public. Et il ne faut pas juger en disant les gens sont bêtes de ne pas croire à la science. Non, ça peut s'expliquer. Il faut tenir compte de cette défiance et faire en sorte de redonner une confiance au public envers la science. Et pour autant... Globalement, les gens ont quand même plutôt confiance dans la science, mais ça s'érode. Et il y a plein de raisons sociales, notamment la place des experts. C'était l'émission qu'on a fait juste avant. Et il y a des réponses en partie à ce que vous dites. Des experts, oui, c'est l'expertise scientifique. Oui, là, on a parlé de transparence. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Tout ça peut expliquer un peu la défiance du public. Et donc, soyons pas non plus. C'est une minorité qui refuse le consensus. Globalement, ça va. Ça s'érode pour plein de raisons qui font qu'on a besoin que les chercheurs soient perçus comme des gens normaux, vous avez des familles, vous avez des gens autour de vous, les gens qui bossent sur les produits chimiques, ils sont exposés autant que nous, en fait. Et donc, on a tendance à les imaginer dans des boîtes, ils vivent dans la société. Donc, je pense qu'il faut le rappeler, et merci d'être venu, donc ça sera ma conclusion. Parce que vous êtes là, vous aidez les gens à voir qu'on a des gens qui sont normaux, qui se posent les mêmes questions, qui ont les mêmes doutes, en partie sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Et donc, vous faites ça, vous prenez une soirée, en plus de votre travail, pour venir nous parler. Et donc, on les remercie d'être là. Merci beaucoup. Et c'est la fin de l'émission. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir en public à Nancy. Eleanor, on en discute parce que ça se passe pas trop mal, je crois. Donc on est assez content du résultat. Donc on va sans le refaire. On vous tient au courant. Vlad avait un mot à dire. Oui, non, simplement, ça va sans dire, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Je rappelle que les chercheurs ont dans leur mission un devoir de vulgarisation. Ils ne sont pas enfermés dans leur tour d'ivoire. Faut pas hésiter à leur écrire. Et même souvent, quand un papier a été acheté par exemple, Elsevier et qu'il n'est pas public. Oui, non, mais voilà. Que du coup, vous ne pouvez pas l'avoir sur Internet sans passer par des moyens illégaux. Très très souvent, les chercheurs, vous leur écrivez, vous leur demandez le papier, ils seront ravis de vous l'envoyer parce qu'ils ont envie d'être lus, en fait. Donc voilà, juste on rappelle que les chercheurs sont des êtres humains comme vous et moi et qu'il ne faut pas hésiter à les contacter quand on a des questions, quand on a des besoins. Voilà. D'ailleurs, on l'a fait et ils sont là. Et les vulgarisateurs aussi sont des humains comme vous et nous. Des bisous, à bientôt.